Super. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir, même si c'est virtuellement, pour cette nouvelle conférence consacrée à l'impact de la crise de la Covid-19 en matière d'emploi, en matière de marché du travail, en matière de formation. Ce débat est le deuxième d'une série de 3 conférences que Confrontation Europe a organisées. La première, 3 mars, était consacrée à l'Europe de la santé, avec pour toutes et tous encore un replay disponible et une synthèse sur le site de Confrontation Europe. Dans moins d'un mois, le 5 mai, nous aurons une 3e conférence consacrée aux libertés publiques et à la façon dont l'Europe s'est confrontée des différents États membres. Alors, je crois qu'on a un petit problème technique. Non, ça a l'air d'aller. Non, non, Michel, tu peux y aller. D'accord. Donc, la conférence de ce soir, elle sera, je crois qu'il y a un problème de son, de retour son. Non, non, ça a l'air d'aller. On vous entend bien. Il y a un décalage avec le streaming global. D'accord. Mais c'est normal. Entre nous, on n'en a pas. Voilà, il faut pas. Moi, j'ai un retour son qui m'arrive, mais c'est pas grave. Oui, mais il faut pas le. Ouais. Il faut pas l'intégrer. Et donc, la conférence de ce soir, elle va être consacrée à la question sociale, avec des chiffres qui sont quand même. Pierre Moscovici rappelé, on a fait un échange avec le premier président de la Cour des comptes le 16 mars. Et Pierre Moscovici rappelait que le PIB a chuté de 6,8% de la zone euro en 2020, de 8,3% en France, et qu'en matière de taux de chômage, on a 16,9% de chômage en Grèce aujourd'hui, 16,4% en Espagne, 9% en France, 4,5% en Allemagne, 5,8% au Danemark. Des chiffres assez conséquents sur la secousse sociale, sur la crise de la Covid-19 en Japon. L'augmentation massive du chômage touche principalement les 18-35 ans, les femmes et les citoyens les moins diplômés, venant ainsi nourrir ou développer les inégalités sociales en Europe. Cette situation qui est grave a certes été tempérée par la généralisation des mesures de chômage partiel partout en Europe, mais ces mesures, elles ne vont pas s'éterniser. C'est des mesures temporaires qui supposeront à un moment donné d'être ralenties. Et donc, malgré le fonds, et je pense que Sylvie Bruni notamment reviendra sur le fonds SURE, qui est un fonds européen doté de 5 milliards d'euros, qui vise à la secousse soit amoindrie, on aura un choc social à évidence dans les mois à venir. Plus profondément, on va débattre dans les 2 heures qui viennent de phénomènes lourds, par exemple l'organisation du travail qui va être profondément bouleversée avec la généralisation du télétravail, avec le changement de nature du contrôle, du management, avec l'automatisation accélérée, avec les mesures de confinement appliquées au sein des bureaux, du télétravail demain et les conséquences sur le collectif de travail. Et puis, de manière aussi plus profonde, la question de la reconversion des travailleurs des industries carbonées avec des secteurs de la transition économique du numérique. Et à la clé, la question de l'agenda des compétences qui va être fondamentale dans les mois. Dans ce contexte-là, ce soir, c'est comment l'Union européenne peut-elle contribuer à répondre à la crise sociale, notamment chez les jeunes et les catégories que j'ai dit tout à l'heure, les plus faibles. Et l'intérêt de débattre de ce sujet à Confrontation Europe le 27 avril, c'est que nous sommes un think tank depuis 30 ans à travailler, on en parlait tout à l'heure avec Catherine André, sur tous ces sujets. Et le dialogue social a été et reste encore aujourd'hui une des priorités d'un think tank comme Confrontation Europe, à côté d'autres structures qui décident là-dessus. Alors, avant de passer la parole à Catherine, justement, je voulais présenter rapidement les 6 intervenants de ce soir, qui sont pour la plupart des amis. Et je commencerai par une ordre alphabétique, par Nicolas Bouzou, qui est un économiste connu, essayiste, directeur du cabinet de conseil STRS et cofondateur du cercle PLM. Nicolas est l'auteur de beaucoup d'ouvrages, notamment en 2020, il a publié L'amour augmenté, mais peut-être qu'on ne parlera pas d'amour ce soir, quoique on ne sait jamais. En tout cas, il vient de publier en mars un ouvrage remarquable qui s'appelle Homo Sanitas, où il revient sur les conséquences de cette crise sanitaire. Sylvie Brunet, député européen depuis les dernières élections européennes, mandat local, qui est conseillère municipale de la belle ville de Cassis, mais qui est aussi et surtout vice-présidente
du groupe au Parlement européen, membre de la Commission de l'emploi et des affaires sociales, défend au sein du Parlement européen une dimension sociale de l'Union européenne. Marie-Claire Caïto, qui est ingénieure de profession, qui a travaillé pour Hewlett Packard, mais qui depuis 1990 a fait tout son parcours au sein d'EDF. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer et d'échanger, qui est responsable confédéral pour le site de la CGT et qui est auteur de récent avis en janvier 2021 sur les filières stratégiques. Et donc, on aura l'occasion peut-être d'aborder l'année prochaine autour de quelles filières stratégiques l'Europe pourrait muscler son point industriel. Pierre Gattaz, entrepreneur, président directeur de Radial depuis 1994, qui présida la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication de 2007 à 2013, et puis plus connu pour sa présidence de 2013 à 2018 du Mouvement des entreprises de France, et qui depuis le 5 juillet 2018 préside Business Europe. Et nous sommes ravis de Pierre Gattaz qui, de cette position française, a désormais une vision panoramique européenne. Et nos deux intervenants seront Jean-Claude Mailly, qui aujourd'hui est senior advisor d'Alixio, qui fut depuis le 7 février 2004 secrétaire général de Force ouvrière, succédant à Marc Blondel, réélu 3 fois à ce poste et qui, point commun avec Marie-Claire Caïto, siégea au Conseil économique et social de 1994 à 1999 et qui est un observateur avisé des questions sociales européennes. Et enfin, dernière intervenante, Christophe Sibéras, qui a occupé successivement les fonctions de conseiller technique qualité de la ministre du Travail de 91 à 93. Si ma mémoire est bonne, c'était Martine Aubry, qui fut ensuite DRH des établissements d'ingénierie chez Renault de 94 à 2006, DRH de Pôle emploi de 2008 à 2009, et expert auprès de France Stratégie depuis 2015, plutôt, et de l'INSEE depuis 2014. Mais Jean-Christophe intervient ce soir, notamment au titre de ses fonctions de coordinateur de la plateforme France du Global à laquelle qu'il préside, qu'il anime depuis 2018. Et depuis 2020, petit point qui nous rassemble, il est adjoint au maire de Sèvres, chargé notamment des ressources humaines dans cette belle ville de Sèvres. Donc, je laisse la parole à Catherine André, qui est rédactrice en chef adjointe d'Alternative Co, mais aussi fondatrice de Vox Europe, qui va animer l'échange entre vous six et puis essayer de creuser les quelques pistes que je viens d'aborder très rapidement. Merci Catherine et merci à toutes et tous. Bon, bel échange. Merci beaucoup Michel Derdevé. Merci à tous les intervenants et toutes les intervenantes qui sont présents avec nous ce soir pour ce débat donc, qui est le deuxième volet d'un cycle sur l'Union européenne dans la crise du Covid-19 avec un focus aujourd'hui sur l'emploi, comme vous venez de le rappeler. Et voilà, un grand bienvenue également à toutes les personnes qui sont connectées avec nous, qui nous écoutent. J'en profite pour tout de suite vous dire qu'il y aura un temps pour vos questions. Vous pourrez les poser, non pas vous-même, mais par mon intermédiaire. Et pour cela, vous pouvez, dès que vous avez vos questions, les poser d'ores et déjà au fil du débat dans le chat. Et je les reprendrai en fin de débat. Donc, le fil rouge, la façon dont va se dérouler ce débat, c'est pour que ce soit le plus dynamique possible, c'est d'abord de commencer par faire un état des lieux de cette crise sanitaire qui se transforme, comme vous venez de le dire très rapidement, en crise sociale avec la montée du chômage et toute une série de dérèglements qui s'annoncent plus que conjoncturels et qui interviennent dans une période où il y avait déjà des enjeux structurels très importants et que nous aborderons dès l'état des lieux fait par les différents intervenants sur la façon dont cette transition écologique et cette transition numérique est impactée par la crise sanitaire et quelles réponses, puisqu'on est bien d'accord qu'on va parler quand même essentiellement d'Europe, même si dans vos expériences respectives, on aura aussi évidemment un focus sur la France, mais au niveau européen, quelle réponse a été mise en place? Est-ce que ce plan de relance européen apparaît suffisant? Voilà, qu'est-ce que le Green Deal prévoit aussi en termes de préparation à la mutation des métiers? Tout ça à la faveur
de ce bouleversement que représente la crise sanitaire. Et enfin, bien évidemment, les pistes de solutions, les idées qui vont émerger, que vous avez certainement déjà évidemment, mais aussi qui pourront peut-être émerger pendant le débat. Donc tout de suite, je vais passer la parole à Sylvie Brunet pour recueillir en fait votre analyse de la situation, comment cette crise de la Covid-19 intervient dans ces défis que nous venons de présenter rapidement, mais que vous allez sans doute préciser. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'organisation de ce webinaire sur un sujet majeur. Alors, je crois que, on le dit souvent, mais en fait, on a un élément de temporalité qui est important avec cette crise, qui, je le rappelle, est toujours présente. Nous sommes toujours dans cette crise. Nous avons voté il y a maintenant presque un an un plan de relance et de sortie de crise, mais on n'est pas sorti de la crise. On y est toujours, hélas. Donc, l'analyse que je peux en faire, c'est que cette crise a bien évidemment accéléré en filigrane un certain nombre de transformations, de mutations qui de toute façon étaient inscrites bien avant que cette pandémie émerge, puisque le fil conducteur de cette mandature et de celle à venir, je pense, est autour du pacte vert, de la transition environnementale, qui est une urgence. On a eu d'ailleurs une résolution sur l'urgence de la situation, mais également la transition digitale, qui est également en filigrane, qui est déjà entamée depuis quelques années, mais qui s'accélère avec l'impact de l'intelligence artificielle, de nouvelles formes de travail, donc de toute façon qui est inscrite. Après, on a une situation plus conjoncturelle à traiter, puisque l'on sait que cette crise affecte plus particulièrement certains secteurs. Et donc, le commissaire au marché intérieur, qui est Thierry Breton, a commencé une analyse des 14 grands écosystèmes dans le système industriel qui englobe les services, par rapport à l'impact de cette crise et évidemment aussi de l'impact de la transition environnementale et digitale. Alors, il est évident qu'actuellement, certains écosystèmes sont à l'évidence beaucoup plus impactés que d'autres, puisque le secteur du tourisme, le secteur des services, le secteur de l'aéronautique et même d'autres secteurs comme l'automobile sont particulièrement, le commerce, sont très impactés en ce moment. Et nous conduisons un travail pour amortir le choc là, immédiat 2021 et 2022, et on a commencé en 2020 avec le programme SURE pour accompagner le chômage partiel dans les différents États membres. Nous accompagnons donc ces chocs avec un plan spécifique de résilience, de Recovery Fund, donc pour vraiment retrouver une situation plus dans la norme, particulièrement avec un accent mis sur l'emploi des jeunes, le soutien des jeunes qui sont manifestement les plus impactés dans tous les États membres de l'Union européenne, puisqu'il y a sur l'année 2020 une augmentation de 3% du chômage des jeunes de moins de 25 ans, malheureusement dans tous les pays de l'Union européenne, en mettant l'accent sur le dispositif de garantie jeunesse, mais aussi sur ce qui tourne autour de l'agenda des compétences et d'un accompagnement immédiat vers l'entrée sur le marché du travail qui est très compliqué pour un certain nombre d'entre eux. Donc voilà en gros comment se présente la situation. Il y a le moyen long terme au travers du Green Deal, du Pacte vert, où on va devoir conduire une analyse, notamment avec les partenaires sociaux, que ce soit les entreprises, que ce soit les organisations représentatives de salariés en Europe, sur les différents secteurs, comment ils vont être impactés par les nouvelles compétences dont nous allons avoir besoin, comment vont évoluer ces compétences, ces métiers. Donc cette analyse va être conduite, mais dans l'immédiat,
nous devons aussi conduire un certain nombre de mécanismes pour amortir le choc sur l'emploi qui est très immédiat et qu'on espère le plus rapide dans le temps, en espérant sortir le plus vite possible de cette crise. C'est vrai aussi que l'accent est particulièrement mis, vous en doutez en ce moment, sur l'Europe de la santé, qu'on a multiplié par 5 en termes de budget avec le programme Health de 5 milliards, et la recherche, la campagne de vaccination qui fait couler beaucoup de salive en ce moment. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est parfait, hein, voilà, on aurait aimé que ce soit peut-être plus effectif et réactif, mais il ne faut pas oublier que ce n'était pas une des premières compétences de l'Union européenne. Donc, il a fallu un an, voilà, récupérer tout cela. La santé n'est pas une compétence européenne. Là, il y a un changement qui s'amorce. Je vous remercie beaucoup. Je vous passe la parole, Pierre Gattaz, pour cette analyse de la situation dans laquelle on se trouve, avec ce long terme, moyen terme, court terme. Oui, alors rapidement, d'abord, merci d'avoir choisi ce thème de l'emploi, c'est absolument fondamental. Bon, c'est un de mes combats depuis des années et je crois que c'est le combat de l'Europe et c'est le combat de la France. Et moi, j'ai 3-4 observations à faire sur la situation actuelle. D'abord, en fait, il n'y a pas une très grosse détérioration du chômage, du taux de chômage en Europe. C'est assez surprenant, mais je crois que toutes les mesures qui ont été mises en place dans chacun des plans de relance, divers et variés, a permis d'amortir une énorme crise et le recours au chômage massif. Donc, il y a eu des amortisseurs mis en place. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on voit que des pays plus industrialisés s'en sont mieux sortis que les pays de services ou de tourisme. Typiquement, l'Allemagne, l'Autriche, bon, la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Europe, mais qu'il faut citer quand même que c'est un de nos voisins très intéressant. Tous les pays de l'Est, qui sont les pays en fait de fabrication de l'industrie allemande, sont sortis beaucoup mieux que les pays, malheureusement, Espagne, Italie, France, qui sommes moins industriels. Malheureusement, et je crois que c'est une leçon à prendre pour le futur, il faut vraiment qu'on redresse notre industrie en France et dans les autres pays. Et puis, troisième chose, en effet, en France, malheureusement, il y a eu aussi des amortisseurs mis en place. Vous saviez qu'on était sur une dynamique de croissance depuis 5 ans, de création d'emplois. On a créé le fameux million d'emplois en 5 ans. Et tant mieux, et bravo, bravo à tout le monde, on l'a fait. Notamment la dernière année, en 2019, 260 000 emplois ont été créés. Et il y a eu un début de destruction, puisque les chiffres que j'ai pour la France, c'est qu'il y a eu 160 000 emplois de détruits en 2020. Et je crains que malheureusement, si on débranche trop rapidement, je dirais, les aides, ou le quoi qu'il en coûte, et je ne suis pas un partisan des subventions éternelles, bien évidemment, mais je pense qu'il va falloir être très fin pour débrancher progressivement les aides à l'économie pour ne pas se retrouver face à des faillites épouvantables et à un chômage de masse horrible qui reviendrait. Donc je pense qu'on risque malheureusement de perdre peut-être 500 000 emplois, 1 million d'emplois, je ne sais pas encore, sur la France, j'espère pas, mais je pense que l'économie va quand même mal, et comme l'économie française est une économie de tourisme, de services, avant d'être encore une économie industrielle, je crains que il faut vraiment que ces plans de relance se mettent en œuvre et que ce qu'on a commencé à faire, hein, beaucoup de choses le chômage partiel a été très utilisé, mais attention à la sortie de crise qui doit être gérée de façon très prudente et précautionneuse, avec des plans de relance derrière qui permettraient en effet de saisir des opportunités sur le numérique, sur l'environnement, qui sont des vraies opportunités de croissance, en plus de l'industrie et d'autres secteurs qui nous permettraient en effet de repartir vers de la croissance. S'il n'y a pas de croissance, ça va être très compliqué de recréer de l'emploi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant, effectivement, avec ce chômage, ces mesures de chômage partiel, c'est qu'on voit que ce qu'a fait l'Allemagne, à la différence des autres pays européens, au moment de la crise de 2008-2009, où effectivement, l'Allemagne est parvenue à conserver en fait ces travailleurs, en fait, et là, on a l'air de s'en inspirer. Mais on va revenir ensuite sur les mesures, effectivement, du plan de relance. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur Gattaz. Je vous passe la parole, Marie-Claire Caïto, pour votre analyse. Voilà, à quoi en est-on? Est-ce qu'on est à la croisée des chemins? Comment analysez-vous la période où on se trouve aujourd'hui? Merci effectivement d'organiser ce webinaire qui est sur un sujet qui est extrêmement important, hein. Moi, je voulais faire un petit zoom sur la France qui a effectivement une place un petit peu particulière. Là, je vais rejoindre, ça sera peut-être une des rares fois, M. Gattaz dans ce qu'il a dit précédemment. Mais effectivement, je pense que déjà avant la crise sanitaire,
l'économie française était dans un état préoccupant, dû principalement à sa désindustrialisation. La France a quand même, depuis 50 ans, diminué la part de l'industrie dans le PIB par 2, en passant de 24% à 12%, contrairement à l'Allemagne et contrairement y compris à l'Italie et l'Espagne. Donc c'est vraiment un gros problème. On a perdu 2 millions d'emplois, même si bien évidemment il y a une transformation de l'industrie avec une imbrication plus forte dans les services. Mais il y a quand même un gros problème qui fait qu'on n'a pas assez investi dans la recherche, dans l'appareil industriel qui est vieillissant, dans la formation, et qu'on a une empreinte carbone qui a 1,7 fois nos émissions de gaz à effet de serre et un déficit structurel de notre balance commerciale. Donc la France est également très mal placée dans les chaînes de valeur internationales, hein, c'est-à-dire que quand on découpe le processus de production pour aller faire reproduire le segment au l'endroit qui est le plus rentable, eh bien, on voit bien qu'on est devenu très, très dépendant d'autres pays, qu'on a perdu énormément notre indépendance. Et donc, y compris avec l'extraversion de l'appareil productif, on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, quand il a fallu répondre à la crise, eh bien, on s'est retrouvé nul, quoi. Incapable de produire des masques, des tests et maintenant des vaccins. Donc, j'allais dire, pour le pays de Pasteur, c'est quand même quelque chose qui est assez douloureux. Donc, et donc ça, c'était déjà une situation donc, qui préexistait à la crise et qui, évidemment, est accentuée par la crise sanitaire que nous traversons. D'ailleurs, je voulais rappeler que les grands groupes, et en particulier des grands groupes qui n'ont pas souffert de la crise sanitaire, comme Sanofi, Nokia, on continue de faire des plans de suppression d'emplois, en particulier dans l'ingénierie et la recherche. Sanofi, 1000 emplois, Nokia, 1200 emplois. Et que, y compris, il y a eu des subventions qui ont été données à juste titre par l'État sur les entreprises, mais que d'abord, elles ont été données sans conditionnalité, mais en plus, par exemple, si on prend le secteur de l'aéronautique ou de l'automobile, eh bien, il y a déjà de nombreux sous-traitants qui ont mis les clés sous la porte. C'est-à-dire que aussi bien des grands groupes ont pu bénéficier de subventions, mais pour beaucoup de sous-traitants, ça a été plus difficile. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, alors on verra effectivement les possibilités qu'on a, mais je pense qu'on a tous les ingrédients d'une crise majeure multifacette, une crise économique, une crise sociale, une crise environnementale, ça c'est pas la peine de le redire, mais tellement ça semble une évidence, mais en plus une crise institutionnelle démocratique. Donc je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins, oui effectivement, à un moment donné qui peut être un moment de bascule, mais il faudrait que ça soit dans le bon sens. Et moi, il me semble qu'il serait opportun de tirer les leçons de cette crise pour justement ne pas repartir comme avant, et c'est-à-dire réfléchir sur notre mode de développement, parce qu'on voit bien que le mode de développement, avec l'économie très financiarisée, poussée à l'extrême tel qu'on l'a aujourd'hui, eh bien globalement, il nous conduit dans une impasse, aussi bien d'un point de vue social que d'un point de vue environnemental. Merci beaucoup, Marie-Claire Cailleteau. Donc, effectivement, ce que vous dites, c'est qu'il y avait une impréparation et déjà une perte de tissu industriel avant même le choc de la pandémie de Covid. Je voulais vous passer la parole, Nicolas Bouzou, pour avoir votre analyse. Et n'hésitez pas aussi à rebondir éventuellement rapidement sur ce qui a déjà été dit, si vous souhaitez, sachant qu'on va avancer ensuite dans le débat sur le fond des enjeux. Alors, déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce choc absolument colossal, hein, enfin, il faut vraiment rappeler que c'est un choc colossal, parce que je trouve qu'en ce moment, on a un peu tendance, peut-être pour des raisons psychologiques, à sous-estimer un peu ce qui est en train de nous arriver, mais la crise sanitaire et donc la crise économique et sociale qui nous est tombée dessus, c'est la plus forte depuis la Deuxième Guerre mondiale, enfin, pour la crise économique et sociale, parce que pour la crise sanitaire, ça fait 100 ans, donc ce que l'on traverse est vraiment d'une nature tout à fait exceptionnelle. Et donc, ça appelle des mesures qui sont d'une ampleur tout à fait exceptionnelle. Mais le contexte dans lequel est intervenue cette crise, c'est un contexte structurel très particulier qui était celui d'une transformation de l'économie, en raison de l'arrivée de beaucoup de nouvelles technologies, de beaucoup d'innovations, ce qu'on appelle de façon générique les technologies de la troisième révolution industrielle. Donc le numérique, mais pas seulement, c'est aussi la robotique, l'intelligence artificielle, les imprimantes 3D, les énergies renouvelables, bien évidemment, les biotechnologies. On avait un ensemble, ce que les économistes appellent une grappe d'innovation,
On parlait avant de cluster, mais voilà, pour des raisons que vous imaginez bien, le terme de cluster est désormais complètement banni de l'analyse économique. Mais on avait une grappe d'innovation qui était ce que l'on appelle aussi, ce que les économistes appellent un mouvement de destruction créatrice, qui modifiait vraiment beaucoup les emplois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des emplois qui disparaissent, des emplois qui apparaissent, mais surtout des emplois qui changent de nature. Alors ça veut dire que la problématique qui préexistait à la crise, c'était une problématique de beaucoup de formation, en fait, de comment, au fond, permettre à des gens de rester en poste, mais avec des postes qui se transforment, ou alors, au pire, comment permettre à des gens de changer carrément d'emploi, de changer de métier, parce que leur métier, leur ancien métier, était en train de disparaître. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, qui a été intensifié par la crise. C'est-à-dire que toutes les technologies dont je viens de vous parler, le numérique, l'intelligence artificielle, les nouvelles énergies, les biotechnologies, en fait, tout ça, la crise, elle a accéléré leur utilisation. Vous voyez ? Donc la crise, elle a joué un rôle d'accélérateur de cette transformation structurelle. Donc la problématique de formation, par exemple, elle était très importante avant la crise, elle est encore plus importante maintenant. Ça, c'est le premier aspect qu'il faut avoir en tête. Le deuxième aspect qu'il faut avoir en tête, et celui-ci est complètement nouveau, c'est le choc économique qui nous est tombé dessus, la baisse d'activité qui nous est tombée dessus. Vous voyez, dans la zone euro, cette année, on aura un peu de croissance, peut-être 4, 5, 6% de croissance, on verra, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on a perdu l'année dernière. Ça veut dire que, de toute façon, dans le meilleur des cas, en fin d'année, on aura une activité moyenne, et ça vaut pour la France, bien évidemment, mais qui sera bien inférieure à ce que l'on avait quand on a commencé la crise. Donc, il y a un vrai problème de niveau de l'activité économique. Alors là, par rapport à ça, il faut remettre vraiment l'église au milieu du jardin. La priorité des priorités des priorités des priorités pour faire remonter l'activité économique, au moment où on se parle, puisque vous nous avez demandé dans un premier temps de parler du constat, c'est les vaccins. Voilà. La meilleure politique économique, c'est la politique vaccinale. C'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. C'est le meilleur investissement et c'est le meilleur outil de politique économique. Tout ce qui a été fait depuis un an dans les pays de la zone euro est très bien. Chômage partiel, c'est très bien, ça marche. La garantie des prêts du type PGE en France, mais on a fait la même chose dans beaucoup de pays étrangers. Pierre Gattaz connaît ça par cœur. C'est très bien, ça marche. On a eu peu de faillites en 2020 dans tous les pays quasiment de la zone euro et de l'Union européenne. Le chômage, il augmente, mais par rapport à l'ampleur du choc, ce que je dis est terrible, mais il augmente moins que ce qui aurait été... que ce qu'on aurait eu si on n'avait pas mis en place les dispositifs de chômage partiel. Donc tout ça a été très bien fait, mais ce ne sont pas du tout des mesures de relance, ce sont des mesures absolument nécessaires de protection. Mais pour faire redémarrer l'activité économique, il faut sortir de la crise sanitaire. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me permets d'insister, mais croire que l'économie cohabite avec le virus, malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tous les pays qui aujourd'hui s'en sortent à peu près économiquement, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, ils contrôlent le virus. Soit parce qu'ils ont mené des politiques dites de zéro Covid, donc c'est ce que vous retrouvez au Japon, Corée, Chine, etc., Australie, Nouvelle-Zélande, soit parce qu'ils vaccinent à l'israélienne, à la britannique ou à l'américaine. Mais il n'y a que ces stratégies qui marchent. Donc la première stratégie, c'est une stratégie sanitaire. Donc chaque injection dans un bras, c'est un peu moins de pauvreté, un peu moins de dette, et pour le sujet d'aujourd'hui, un peu moins de perte d'emploi. Donc il faut être absolument obsédé par ça jour et nuit. Et après, la deuxième question, mais j'en parlerai peut-être plus tard pour conserver votre fil rouge, voilà, c'est celle du plan de relance. Très schématiquement, on a eu un énorme choc, et donc on a besoin d'un énorme plan de relance, mais pas tout de suite, en fait, parce que relancer quand vous avez l'économie, la moitié de l'économie qui est fermée pour des raisons sanitaires, c'est trop tôt, vous voyez, d'une certaine façon. Donc, il faut faire les choses dans l'ordre. 1, la protection de l'économie, on l'a fait et on l'a très bien fait. 2, la vaccination, on ne le fait pas très très bien, en tout cas pas assez bien. Et 3, la relance, on en parlera tout à l'heure. D'accord, merci. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Je vous passe la parole Jean-Christophe Sibéras pour votre analyse aussi, l'état des lieux que vous faites, à quel moment se situe-t-on dans cette crise? Oui, merci à tous et merci pour cette invitation. Merci à la Maison de l'Europe et à Confrontation. Moi, je parlerai plutôt de ce qui se passe dans les entreprises du point de vue RH et du point de vue social.
Bon, c'est vrai que, vous l'avez dit Catherine, on a appris de 2008-2009, on s'est inspiré du modèle allemand de chômage partiel, et ça, je crois que c'est assez frappant quand on voit la comparaison des solutions, notamment dans les autres pays du monde où on est installé. On dirait les pays européens ont été étonnamment congruents sur les réactions dans les entreprises. Grosso modo, on a un peu tous fait pareil, tous les pays ont fait pareil, toutes les entreprises ont fait pareil. Et là, de ce point de vue-là, que ce soit par rapport à l'Asie, où on voyait le truc arriver, ou par rapport aux Amériques, je trouve qu'il y a une sorte de réponse européenne microéconomique, peut-être même arrivée. Les entreprises ont pris des décisions avant même que les pouvoirs publics en prennent. Et au fond, on a pu, pour le moment, en tout cas, sauver les emplois, sauver les compétences. Et puisque vous avez cité ma casquette de coordinateur du Global Deal. Donc, le Global Deal, c'est une initiative maintenant portée par l'OCDE, dans laquelle la France est très active, consiste à valoriser le dialogue social. Justement, on a plutôt été bon dans le dialogue social. Là, je pense que tous mes collègues notent une densification des échanges, des fréquences qui s'accroissent, y compris entre syndicats eux-mêmes dans les différents pays européens. Des CEO ou des PDG qui viennent plus souvent voir les instances de dialogue social. Et puis, les pouvoirs publics, dans la plupart des pays, ont plutôt incité au dialogue social, voire ont même conditionné d'ailleurs un certain nombre d'aides au dialogue social. Il y a des avantages fiscaux, des avantages sociaux qui dépendent du dialogue social. Alors, tout ça, c'est des leviers assez puissants, mais il y avait de toute façon un besoin de travailler ensemble. Un besoin, malgré la distanciation, de parler ensemble. Après, côté syndical, ça varie un peu. Peut-être que Jean-Claude en dira quelque chose. Il y a des syndicats qui ils ont subi en quelque sorte l'accélération digitale, puisque le mot accélération a été prononcé. Donc, qui se sont dit comment on va faire pour contacter les salariés dans un contexte pareil. Et là où le digital, au niveau syndical, c'est quand même assez moyen, hein, il y a pas mal de retard dans les équipes syndicales, bon, bah, il y en a qui s'y sont mis et il y a eu des accélérations. Par contre, il y a quand même des équipes syndicales qui sont un peu déconnectées du terrain, hein. Donc ça, c'est quand même des points de vigilance, parce que les interlocuteurs syndicaux, c'est bien, mais à condition qu'ils soient vraiment représentatifs et qu'ils nous disent vraiment ce qui se passe sur le terrain. Enfin, bon, sur l'emploi, sur le dialogue social, plutôt bien, surtout quand on regarde ailleurs ce qui se passe dans les entreprises. Vous avez cité les casquettes France Stratégie, c'est vrai que je travaille sur l'évolution des emplois et des compétences, donc les programmes PMQ et Réseau Emploi Compétences. C'est clair que les besoins de main-d'œuvre qu'on voit, quand même, ils sont toujours là. Ils sont besoins immenses. C'est-à-dire la main-d'œuvre liée à la révolution digitale, les besoins liés à la transformation énergétique, et donc les besoins dans le bâtiment de travaux publics, et puis les besoins de main-d'œuvre dans l'aide à la personne, notamment liés aux évolutions démographiques. Et là, pour le coup, là, il y a quand même des vraies interrogations sur notre capacité à organiser. Alors, ça a été évoqué par, je crois que c'est Nicolas Bouzou, enfin, les transferts de compétences qui sont massifs, et vers des secteurs où il n'y a pas des appétences énormes, hein, il faut bien le dire, enfin, bâtiment, travaux publics, la révolution énergétique, s'il n'y a personne pour la faire sur les chantiers du bâtiment, ça va quand même être pas facile. Idem sur l'aide à la personne, c'est pas facile d'organiser les mutations, hein, de secteurs excédentaires vers d'autres secteurs. Donc, quand même des grosses, effectivement, il faut quand même se rappeler que la crise n'est pas tout. Il y avait vraiment des besoins structurels. Il reste quand même toujours là. Je voudrais quand même insister en tant qu'élu local sur la crise sociale et politique. On est, vous le savez, la France, là, pour le coup, dans un pays où la défiance vis-à-vis des représentants intermédiaires, et notamment ceux qui passent un peu de temps de leur temps libre pour aller s'occuper de la chose publique. Là, pour le coup, on assiste quand même toujours en France à... On n'a pas résolu nos gaps, hein, nos écarts. Donc, la question qui a été évoquée par Madame Kaito, est-ce qu'il ne va pas y avoir une crise politique à tout ça en France, qui s'ajoutera donc aux crises sanitaires, économiques et sociales qu'on a déjà évoquées. Moi, je suis quand même assez, pardonnez-moi, assez soucieux. Dernière chose, toujours en tant qu'élu local, l'emploi, c'est bien tenu. Il a été dit que les jeunes en avaient pris plein la figure. C'est vrai, parce que ceux qui avaient un emploi l'ont plutôt gardé, mais par contre, ceux qui y accédaient
n'ont plutôt pas pu y accéder. Modulo, quand même, les normes travail pour les apprentis. En revanche, je pense un peu à l'économie informelle. Hein. En France, il y a quand même un paquet de gens qui sont dans des économies informelles. Alors ceux-là, ils en ont pris plein la gueule. Hein. Parce que de toute façon, eux, le chômage partiel, c'était pas pour eux. Ils ont besoin de travailler, ils sont dans la rue, il faut qu'ils sortent. Et quand on leur dit de se confiner, donc là, il y a eu des catégories entières de population dans certains secteurs, dans certaines cités, qui en ont pris plein la figure, parce qu'ils sont hors de l'économie formelle. Et on s'est bien organisé sur l'économie formelle, mais on a quand même beaucoup de mal à gérer la pauvreté, sans parler effectivement de la réduction des dons et de tous les circuits financiers qui sont à l'œuvre dans notre pays, hein, pour aider la pauvreté, mais qui se sont quand même singulièrement taris. Voilà, enfin j'ai essayé de donner un peu un regard un peu diversifié avec mes différentes casquettes. Merci beaucoup Jean-Christophe Sibira. Je vous passe la parole Jean-Claude Mailly, donc voilà, avec votre expérience et votre regard pour boucler cet état des lieux. Merci également pour votre invitation. Jean-Claude, on ne vous entend pas bien. Oui, on ne vous entend pas très bien. Ça va mieux? Oui, il faut se rapprocher du micro. Ça va mieux, ouais. Ouais. Donc, la crise sanitaire est une crise inédite, bien entendu, avec une caractéristique au-delà des aspects de santé, qui est une caractéristique forte d'incertitude. Personne ne sait exactement à quel moment on va en sortir. Et je rejoins ce que disait Nicolas Bouzou tout à l'heure. L'urgence, pas simplement sanitaire, mais l'urgence y compris pour les questions économiques, sociales, c'est la vaccination. Ça m'apparaît également indispensable. Mais on était déjà, avant la crise sanitaire, dans un type de crise. Dans beaucoup des pays européens, il y avait ce qu'on peut appeler une crise de caractère démocratique, qui n'était pas complètement déconnectée des questions non seulement politiques, mais aussi des questions économiques et sociales. Après, on définit la crise comme on le veut. Les Chinois disent que c'est un danger et une opportunité. Moi, je suis militant, plus en activité syndicale aujourd'hui, plus aucun mandat, mais je reste militant dans mon comportement. Et donc optimiste, quand on est militant, on est optimiste. Donc essayons de voir également dans cette crise toutes les opportunités qu'il peut y avoir. Mais je dis aussi en même temps, comme dirait quelqu'un qu'on connaît, que Gramsci disait aussi que dans ce type de période, c'est là que peuvent surgir les monstres. Hein. Donc restons bien attentifs à la situation telle qu'elle est, un peu comme le lait sur le feu. Il faut surveiller ça de très près. Deuxième constat que je fais, c'est qu'on redécouvre finalement, à travers cette crise sanitaire, le rôle indispensable des États ou des institutions publiques, qu'elles soient nationales ou européennes. Si les États n'étaient pas intervenus, si la BCE n'était pas intervenue, on serait dans quelle situation aujourd'hui? Donc ça montre bien que, et je ne suis pas anti-économie de marché, mais ça montre bien que quand il y a un problème, la puissance publique, quelle qu'elle soit, est nécessaire. Est nécessaire pour régler les difficultés. C'est vrai dans notre pays, c'est vrai dans tous les pays aujourd'hui, et c'est vrai aussi également au niveau européen. Et je rappelle que quand on regarde l'histoire, quand l'Europe avance, c'est souvent à l'occasion de crises. C'est des crises qui font souvent avancer l'Europe. Parfois, d'ailleurs, avec, comme j'appelle, la technique du harpon, hein, vous enfoncez et après on peut plus retirer, ou c'est difficile. Donc, on voit bien d'ores et déjà que dans cette crise sanitaire, l'Europe a tordu les barres, a tordu y compris les barres des traités sur les 3% de déficit, sur les engagements pris par la Banque centrale européenne. Qui aurait pu imaginer ça il y a 2 ou 3 ans? C'était inimaginable. Donc, c'est la crise sanitaire là qui amène à tordre les traités. On discutera après sur la nécessité, selon moi, de les réformer, mais on verra ça tout à l'heure. Bon. Mais en tous les cas, ça m'apparaît intéressant de le noter. Du côté des entreprises que je vois aujourd'hui avec toujours le même œil, mais avec une autre casquette, on voit beaucoup de choses contradictoires. Par exemple, vous avez aujourd'hui énormément de cash. Ce que déverse la Banque centrale européenne en Europe conduisent 2 grandes entreprises à avoir du cash et donc à pouvoir faire des fusions. Et dans le même temps, en général, les choses sont séparées. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez moins de restructuration. Et on a à la fois beaucoup de cash et on a aussi beaucoup de restructuration. Hein, donc là aussi, c'est un élément qui est assez inédit dans la période, comme cette crise
sanitaire est inédite. Mais cette crise sanitaire a aussi une dimension économique, sociale, psychologique et humaine. Et c'est pas en deuxième temps, c'est déjà là. Tous les programmes, que ce soit le chômage technique, les PGE, etc., en France ou ailleurs, je pense d'ailleurs qu'à un moment donné, il faudra passer du PGE au prêt participatif pour certaines entreprises, sinon on ne s'en sortira pas. Alors c'était indispensable, c'est toujours indispensable. Je ne pense pas que ça va diminuer rapidement, ne serait-ce en France que parce qu'il y a bientôt une élection présidentielle. Mais ceci étant, ça a un côté anesthésiant également. Et quand on dira à un moment donné, je ne sais pas quand, pas plus que personne, ça y est, la crise est derrière nous et il faudra à un moment donné, on ne peut pas continuer sur ce rythme-là d'aide. Quand les aides diminueront, le réveil risque d'être douloureux. Et je terminerai en disant, les gens, je ne dis pas que c'est ce que je souhaite, mais par expérience, ce n'est pas dans les périodes de crise que les gens bougent. Tout le monde est un peu sidéré, tout le monde attend de voir la sortie, tout le monde est inquiet. C'est les sorties de crise, en tous les cas la sortie de crise sanitaire avec les conséquences économiques, sociales et psychologiques, que ce soit pour, par exemple, les artisans commerçants qui seront dans des difficultés, les salariés qui perdront leur travail, les jeunes qui ne trouveront pas de boulot ou les étudiants qui auront perdu une année. Tout à l'heure, on disait que beaucoup de jeunes aujourd'hui, les petits boulots n'existent plus, donc plus de moyens c'est en condition de survie pour certains d'entre eux. Donc attention, il y a le problème de la gestion de la crise en tant que telle, tant sur le plan sanitaire, économique, social et psychologique, et il y aura après la gestion de la sortie de crise. Et ce ne sera pas plus simple. Merci beaucoup, Jean-Claude Maillet. Alors, il y a à la fois la question de la sortie de crise et du contexte dans lequel on était déjà structurellement, des grandes orientations, des réorientations nécessaires à cause de la transition écologique qu'il faut faire et du bouleversement de la transition numérique. Donc, en fait, il y a ce que j'entends, ce que vous posez tous très bien, c'est la réaction immédiate, effectivement, avec la campagne de vaccination, enfin, tout ce qu'il faut mettre en œuvre, parce que sinon, on ne peut rien faire. Mais très rapidement derrière, arrive l'impréparation ou la préparation comme il se doit à cette sortie de crise. Et donc, on aborde déjà, je pense, dans notre discussion, dans notre débat, la question à la fois des priorités et la question des réponses, notamment en termes de stratégie industrielle, en termes d'impact prévisible des emplois, mais aussi de ce shift, de ces changements des compétences dont on va avoir besoin, comment est-ce que c'est orchestré, et là, est-ce qu'on est à la fois, est-ce qu'on est préparé, est-ce que la préparation vous paraît suffisante, et très rapidement, je pense en même temps, on arrive à la question du plan de relance européen, non seulement ce que font les États, mais surtout cet argent qui n'est pas encore là. Et si on le compare également avec le plan Biden, avec le plan, ce qui se passe aux États-Unis, il y a vraiment deux poids deux mesures. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je vais passer la parole à Nicolas Bouzou qui va nous quitter plus tôt que les autres, enfin qui va repartir avant. Ça vous permet peut-être d'exposer votre point de vue, et puis je vais tous vous passer la parole, bien évidemment, et puis n'hésitez pas aussi à réintervenir, puisqu'il y a plusieurs questions qui ont déjà été données en filigrane, sur les questions aussi de démocratie. Tout ça est imbriqué, c'est complexe. On ne peut pas tout à fait laisser on ne peut pas laisser complètement de côté ces différents aspects qui ont été déjà soulevés. Merci, Nicolas Bouzou. Non, mais c'est moi qui vous remercie, et je suis confus de partir tôt, d'autant que ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous écouter, c'est pas de parler, mais bon, je vais quand même m'exécuter. C'est drôle parce que vous voyez, spontanément, vous comparez le plan de relance européen au plan de relance américain, donc on est vraiment obligé de tourner nos regards vers ce qui se passe aux États-Unis, et je pense qu'on a raison de le faire. Là, on est encore dans la phase de vaccination, on n'a pas rouvert l'économie. Je pense qu'on sera capable de rouvrir l'économie à peu près totalement si tout se passe bien cet été. Donc c'est à ce moment-là qu'on aura besoin d'un plan de relance, et qu'on aura besoin d'un plan de relance absolument massif. Moi, je trouve que là, l'exposé que vient de faire Jean-Claude Maillet est très convaincant. C'est-à-dire qu'il va falloir traiter, et c'est là où d'ailleurs le plan américain est intéressant,
C'est que, en fait, ce que font les Américains et ce qui doit nous inspirer, c'est qu'ils traitent une question économique et sociale en même temps. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, au fond, on avait déjà des problèmes sociaux, alors beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe, hein, pour être tout à fait honnête quand vous regardez les chiffres. Enfin, on avait des problèmes sociaux qui préexistaient à la crise, qui ont été considérablement accentués pendant la crise. Alors là encore, il faut quand même regarder les choses comme elles sont, beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe, hein, parce qu'aux États-Unis, il y a moins de chômage partiel, il y a beaucoup moins de filets de sécurité, bien évidemment. Donc la pauvreté, elle a fortement augmenté dans les pays européens, mais elle a encore plus augmenté aux États-Unis. Et puis il y a des pertes d'emplois, tout simplement. Hein. Quand vous regardez les variations du chômage aux États-Unis et en Europe, c'est pas du tout les mêmes amplitudes. Hein. Aux États-Unis, ça monte très haut et puis ça redescend. C'est beaucoup plus brutal que chez nous. Mais je pense néanmoins qu'entre le plan de relance européen qui doit être de l'ordre de 6% du PIB et le plan de relance américain qui est de l'ordre de 25% du PIB, sans compter ce qui vient d'être annoncé sur les infrastructures, alors qui s'étale sur plusieurs années. Hein. Voilà. Mais enfin, je pense quand même, si vous voulez, que la vérité pour l'Europe est entre les deux. Parce que je vous l'ai dit, on aura un niveau d'activité économique en fin d'année 2021 qui sera relativement bas. Quoi qu'il arrive, même si on vaccine bien, même si on rouvre tout, on n'aura pas récupéré ce que l'on a perdu en 2020. Et donc, on aura besoin d'un booster artificiel pour remonter le niveau d'activité économique. Et surtout, c'est là où ce que dit Jean-Claude Mayne, je trouve, était formulé de façon très, très convaincante, pour permettre notamment aux plus jeunes, alors on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais en tout cas pour leur donner le maximum de chances de trouver un emploi extrêmement rapidement. Et la logique américaine, vous voyez, qui est une logique, je vais être tout à fait honnête avec vous, à laquelle moi, d'un point de vue personnel, je ne suis pas idéologiquement habitué, parce que ce n'est pas forcément mon école de pensée, mais peu importe. Ce qui est intéressant avec la crise, c'est qu'elle doit nous obliger à penser de façon pragmatique. Et l'idée des Américains, c'est qu'il vaut mieux en faire trop que pas assez. La crise est tellement grave, c'est ça l'idée, c'est que la crise est tellement grave qu'il vaut mieux en faire trop que pas assez. Et ce qui ne va pas en Europe depuis le début de la crise, c'est qu'on fait un peu à l'inverse. Exactement comme on l'a fait sur les vaccins. Hein, quand des entreprises comme BioNTech, Moderna ou CureVac ont commencé à expliquer qu'elles pouvaient être en capacité de faire des vaccins, donc ça c'était au printemps dernier, le réflexe américain, ça a été de dire on met beaucoup d'argent parce que peut-être ça ne va pas marcher, mais au cas où ça marchera, et de toute façon, il faut que ça marche et il faut qu'on les aide, donc même si on perd de l'argent, on met quand même beaucoup d'argent. Et le réflexe européen, ça a été de dire ça va peut-être marcher, mais sans doute ça ne va pas marcher, donc on risque de gaspiller d'argent, donc on ne met pas beaucoup d'argent. Vous voyez, donc là, vous avez vraiment... Et il faut absolument, en Europe, qu'on ne refasse pas cette erreur avec la reprise économique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on se mette dans la tête, qu'on comprenne que ce qui se passe, ce qui s'est passé est grave, et je pense que c'est vraiment un exercice qui est presque un exercice culturel à faire pour nous, Européens. Alors, ma petite théorie que j'ai bricolée dans mon coin, c'est que l'Europe est une institution pacifiste qui a été créée pour faire la paix. Or, aujourd'hui, on est en guerre. Et donc, du coup, l'Europe est très mal à l'aise. Parce que faire un plan de relance, acheter des vaccins, vu la gravité de la situation, en fait, c'est presque un acte de guerre. Alors qu'en Europe, on n'aime pas trop ça, parce qu'on est un peu à la cool. Voilà. Bon, et donc, il y a vraiment cet état d'esprit. Alors, ce qui est très positif, c'est que pendant la crise, les choses ont quand même avancé. Comme toujours, là encore, ça a été dit, l'Europe est une structure bizarre et intéressante qui donne le meilleur d'elle-même pendant les crises. Mais selon une séquence qui est toujours la même, qui est un démarrage extrêmement lent et extrêmement pénible, et en cours de crise, une accélération qui est un peu soudaine et qui est bienvenue. Alors là, c'est vraiment très exactement ce qui s'est passé ce coup. Mais on avait déjà vu ça en 2008, c'était exactement pareil. Mais là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, l'Europe a été capable de construire des outils tout à fait nouveaux, notamment pour lever de l'argent sur les marchés financiers et pour faire des plans de relance. Donc ça, c'est un changement quantique au niveau européen. Et alors même qu'on ne s'entend pas bien avec nos amis hongrois, polonais, etc., on a quand même réussi à le faire. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, ça c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, qui est absolument formidable. Maintenant, il faut qu'on utilise ces outils. Il faut qu'on soit capable de... Mutualisation des dettes aussi, ce qui est quand même une... Voilà, c'est à ça que je pensais, c'est très exactement à ça que je pensais. Maintenant, il faut qu'on soit capable d'utiliser cet outil, parce que là encore, et je m'arrête là, mais Jean-Claude Mailly évoquait par exemple la question des artisans. Vous avez beaucoup de gens sur notre continent, en fait, ils ont bénéficié d'aide, mais maintenant, ils ont besoin très rapidement de retrouver de l'activité économique, par exemple par de la commande publique.
Et pour ça, il faut remettre un petit peu d'argent dans le circuit artificiellement. Pas pendant 10 ans, ce n'est pas l'idée. Mais comme on va être obligé, et il faudra diminuer un peu les aides, il faut dans un premier temps compenser par quelque chose. Vous ne pouvez pas dire à une entreprise, on supprime les aides, mais en face, il n'y a pas d'activité économique. Parce que tout l'argent qu'on aura mis en plus pour éviter les faillites aura été perdu du coup. Donc il ne faut pas faire ça. Donc il faut vraiment faire finement la jonction et à mon avis être très, très, très offensif. Et à ceux qui ont peur des questions de dette publique, rappeler sans cesse que de toute façon, si on n'a pas d'activité économique, on aura une dette publique qui augmentera. Donc notre obsession absolue, mais notre obsession, ça doit être l'activité économique. C'est vraiment notre obsession absolue en Europe à partir de cet été. Aujourd'hui, les vaccins et demain, l'activité économique. Et voilà, pour conclure sur le sujet du jour, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour les jeunes. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Je voulais vous passer la parole, Marie-Claire Caïto, pour réagir en fait à la fois voilà, au et sur cette capacité du plan de relance européen, de ce paquebot européen qui avance, mais qui avance peut-être pas aussi vite qu'on aurait, voilà, par rapport aux besoins. Oui, déjà, ce que je voulais amener dans le débat, mais je pense vraiment qu'il faut se saisir de cette période pour se poser les bonnes questions. Et c'est-à-dire que là, on voit bien, moi je partage ce qui a été dit, entre autres par Nicolas Bouzou, c'est une crise d'une violence extrême, c'est un choc avec le réel. Donc profitons-en pour analyser le pourquoi on en est arrivé là, également. Et il me semble qu'il va falloir qu'on se pose la question de produire et de consommer autrement, c'est-à-dire c'est un changement d'ordre civilisationnel pour lier ensemble la cause écologique et la cause anthropologique. Alors, on a parlé de la transformation de l'économie avec les nouvelles technologies qui étaient déjà en train d'arriver et qui s'est accélérée pendant la crise. Moi, je pense qu'effectivement, la question, y compris par rapport aux emplois, c'est le besoin d'avoir un État qui soit capable d'anticiper, de planifier pour avoir les politiques publiques qui vont bien, les gens qui sont formés, qui sont qualifiés, en partant bien du travail. Ça va nous permettre d'avoir des gains de productivité, ce qui est une bonne chose, et d'ailleurs, si c'est possible, eh bien, on diminuera le temps de travail. Et je partage aussi ce qu'a dit Jean-Claude Mailly sur la période qui nous a mis en avant le rôle des États. Je rajouterais moi aussi le rôle des services publics, le besoin justement d'avoir des services publics forts, et puis le fait aussi que les destins des peuples sur la planète, ils sont dépendants les uns des autres. Et en particulier, il me semble que, par exemple, si les pays riches continuent à vouloir être les seuls à se vacciner, je le dis un petit peu en raccourci, et laisser les pays pauvres sans vaccin, on ne va jamais s'en sortir. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que pour les questions environnementales, mais également sanitaires et sociales, les destins de tous les peuples sur la planète sont liés. Alors moi, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on se pose des bonnes questions, c'est-à-dire comment réindustrialiser, relocaliser, maîtriser des filières stratégiques qu'on va développer en France et en Europe avec des technologies transverses, comment on va avoir une économie beaucoup plus circulaire pour pouvoir valoriser la matière, qui va devenir quelque chose d'extrêmement important, parce qu'on parle souvent des ressources fossiles et des nouvelles technologies et des nouvelles formes de production d'énergie, mais derrière tout ça, il y a des métaux, il y a des terres rares qui deviennent aussi stratégiques, donc on va avoir besoin de valoriser la matière. Donc, comment on va également produire des objets qui sont durables, qui sont réparables, comment on va transformer notre économie en économie beaucoup plus endogène, en fin de compte. Et au milieu de tout ça, il y a deux enjeux qui me semblent essentiels, c'est l'enjeu du travail et l'enjeu de la démocratie. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec la transformation de notre système productif, tel que moi je l'appelle de nos voeux, la question de l'humain et du travail et du collectif humain devient beaucoup plus centrale. Donc il faut vraiment arriver à se reposer la question du travail, de son sens, de son contenu, de son organisation, et de donner des droits justement aux salariés dans les entreprises pour qu'ils puissent avoir la parole et pour qu'ils puissent agir sur, y compris les orientations stratégiques de l'entreprise. Et la question de la démocratie, vous en avez parlé, il me semble, Catherine, je crois qu'elle devient de plus en plus incontournable. Parce qu'on parle souvent d'avoir une économie ou une industrie qui répond aux besoins des populations. Mais cette question des besoins, elle est extrêmement difficile à définir. Et pour moi, c'est un enjeu éminemment démocratique. C'est-à-dire comment définit-on ce que sont les besoins d'une population? Comment se met-on d'accord collectivement sur ce qu'on est en capacité de produire ou pas?
Alors voilà, je pense qu'on est vraiment au devant de très grands enjeux aujourd'hui qui sont posés et que voilà, il faut qu'on se saisisse de cette situation pour arriver à réfléchir de manière collective, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, ce qui manque, entre autres à notre pays, mais également à l'Europe, c'est d'avoir un projet collectif partagé qui nous donne un phare commun pour savoir vers où on veut aller collectivement et ensemble. Et pour finir rapidement sur le plan de relance, mais je ne veux pas être trop long, moi, il me semble que, bien entendu, le plan de relance européen et français, il est bienvenu. Mais alors là, il y a des économistes qui sont bien meilleurs que moi aujourd'hui, donc je ne voudrais pas m'aventurer trop sur ce terrain-là. Mais il me semble quand même que les pays comme les États-Unis ou la Chine et le Japon ont fait bien plus que nous, quoi. Hein. Donc là, moi, je partage ce qu'a dit Nicolas Bezout, si je l'ai bien compris, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas faire de la dentelle, je le dis un petit peu avec mes mots, mais là, effectivement, il faut mettre l'argent qu'il faut parce que c'est essentiel de pouvoir réindustrialiser le pays, former les gens, faire de la recherche. Je vous rappelle qu'en France, on est complètement à la traîne et loin des 3% du PIB des objectifs de Lisbonne. Donc oui, on a vraiment beaucoup de secteurs où il faut investir pour pouvoir préparer l'avenir de demain. D'accord, merci beaucoup Marie-Claude Cailleteau. Nicolas Bezout, vous partez dans une minute. Est-ce que vous voulez donner un petit mot conclusif avant de partir? Et puis ensuite vous. En fait, ouais, en fait, je pense que cette crise, elle est terrible et horrible. On ne va pas revenir là-dessus. On n'a pas d'autre choix que d'essayer de l'utiliser pour essayer de faire en sorte d'améliorer le fonctionnement de notre société, et en particulier de notre économie européenne. Et donc, c'est vraiment l'occasion en fait, de réfléchir à ces questions la question de la désindustrialisation. Je suis 1000 fois d'accord avec ce qu'a dit Pierre Gattaz. Elle est majeure et on a absolument besoin de reconstruire une industrie. Alors, c'est un problème européen, c'est plus particulièrement un problème français, là, pour le coup. Hein, parce que bon, je voudrais quand même vous rappeler, par exemple, qu'on a découvert, pourtant je travaille beaucoup sur les questions de santé, qu'on n'avait pas une usine de vaccins en France. Il n'y en a pas une. On est en train d'en construire 4 là. Donc c'est formidable. On est en train d'en construire 52 dans les pays européens, enfin de l'Union européenne, et 4 en France, mais on n'en avait plus une seule. Donc, vous voyez, réfléchir à ça, bien évidemment les questions de transition énergétique, mais aussi les questions non seulement d'utilisation des technologies, dont j'ai parlé tout à l'heure, les technologies de la troisième révolution industrielle, mais de production de ces technologies. Parce que, je le dis un peu brutalement et un peu méchamment, OVH, c'est une entreprise formidable, mais enfin, ce qui doit nous empêcher de dormir, c'est pourquoi OVH, c'est pas Google, quoi. Parce que c'est pas Google. C'est une entreprise formidable, mais c'est voilà. Mais ce que je veux dire, c'est pas un GAFA. Donc, il faut vraiment. Et ce que je trouve très intéressant, et je m'arrête là dans ce type de réunion, c'est qu'on voit bien quand même si on a tous des origines très, très différentes, des origines intellectuelles, idéologiques très différentes, c'est qu'il me semble qu'on peut trouver des consensus. Il me semble qu'il y a des points de consensus qu'on peut trouver. Et voilà, ça, ce qu'on fait là, il faut qu'on le fasse aussi dans le débat public, parce que c'est important aussi de montrer à nos concitoyens qu'il y a des sujets sur lesquels on peut se mettre d'accord. Merci beaucoup, Nicolas Bezout, et merci pour votre participation. Donc, je voulais juste faire le lien rapidement quand on parlait de démocratie, c'est que ça n'est pas éloigné de l'emploi, parce qu'évidemment, un pays qui perd de l'emploi et où les inégalités augmentent, ça ne fait pas du bien à la démocratie, loin de là. Donc, voilà, je voulais passer la parole à Pierre Gattaz sur cette question donc, du plan de relance et notamment de cette préparation de l'avenir, les deux étant quand même liés. Oui, je crois qu'on a dit beaucoup de choses et on partage beaucoup le fait que la vaccination est fondamentale, ça c'est clair, c'est vraiment la priorité numéro 1. Le fait qu'il vaut mieux en faire trop que pas assez, priorité numéro 2. Je reviendrai sur l'importance de la croissance et de la compétitivité et des compétences. La croissance, sans activité, ça va être très compliqué de recréer de l'emploi. Donc, comme dans une entreprise, on cherche de la croissance. S'il n'y a pas de croissance, c'est très difficile à gérer. Un pays, l'Europe, c'est de la croissance. Donc, il y a deux pistes intéressantes, la transition écologique et le numérique, qui sont des pistes très intéressantes de croissance. Pourquoi? Parce que ça offre des opportunités par la recherche, par l'innovation, par nos techniciens, nos chercheurs, nos ingénieurs, et de trouver des solutions et de générer de la croissance vertueuse pour la planète, pour le climat. Deuxièmement, le digital nous apporte non seulement de la croissance, mais de la compétitivité, car lorsqu'on fait du digital, et lorsqu'on l'intègre dans les pays, dans les administrations, dans les entreprises, on est plus rapide, on est plus efficace, on est plus compétitif. Et donc je crois que ces deux axes-là, poussés par l'Europe, sont très intéressants. On va rajouter le troisième axe qui est l'industrialisation. Je suis moi-même un industriel depuis 30 ans, vous savez, je fais des composants électroniques. J'ai vu mes 20, 30 concurrents français partir depuis 30 ans de la France. Et ça interpelle, si vous voulez.
Donc, le sujet fondamental pour moi, c'est que l'Europe et la France restent compétitifs, restent business-friendly, comme on dit en bon français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces transitions écologiques ou transitions digitales ne doivent pas se faire par des contraintes, par des obligations, par des sanctions, mais par des mesures d'incitation, de motivation, à la fois des investisseurs, des employeurs et de nos salariés. J'ai poussé à Business Europe un slogan qui sont les 3 P, prospérité, people, planet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre un modèle économique et social qui doit être créé quelque part. Il y a des bonnes bases, mais de développement économique qui soit vertueux pour le bien-être des salariés et des gens d'une façon générale, de nos citoyens, et bien évidemment pour la planète. C'est très important et intéressant, qui m'amène à dire, ben oui, il y a eu des fonds qui ont été mis en place, 750 milliards de fonds, avec un fléchage de 37% des fonds pour la transition écologique d'une part, et de 20% pour le plan de relance européen, pour le numérique d'autre part. Je trouve que c'est intéressant que ces fonds soient fléchés pour aider les entreprises. Alors encore une fois, attention à la taxonomie, comme on dit, européenne, qui consisterait à mettre beaucoup de taxes supplémentaires ou des contraintes. Nous nous battons contre ça, car c'est la meilleure façon d'étouffer la motivation des investisseurs, des employeurs, et de passer à côté de la croissance. Donc je crois que ce poids de croissance, activité et de compétitivité est très important. Troisième point, les compétences. Madame Kaito en a parlé. Les compétences, c'est essentiel. Je me suis retrouvé en fin de mon mandat MEDEF avec des réformes qui ont été faites, structurelles, qui ont permis aux investisseurs de recréer de l'emploi en France. Et beaucoup d'employeurs me disaient, je suis prêt à embaucher, je ne trouve pas. C'est dramatique. Et donc, en effet, il y a un énorme sujet en Europe, d'une façon générale, mais en France. Quel métier, M. Gattaz, essentiel? Les métiers d'une part industriels, mais tout l'apprentissage. Regardez l'apprentissage. Quand vous regardez la Suisse a 3% de chômage de sa population et des jeunes. Ils ont 70% de leurs gamins de 17 ans qui sont en apprentissage. 70%. Donc très jeunes, ils rentrent dans l'apprentissage, pas forcément dans une voie, il y a des passerelles, et ils évoluent dans le groupe. C'est-à-dire qu'ils commencent apprentis, ils deviennent techniciens, ils peuvent devenir ingénieurs, ils peuvent devenir directeurs, et ils sont patrons à la fin, pour ceux qui le souhaitent ou qui le veulent. Bon. Mais tout ça pour dire que ce sont des filières d'excellence. En Allemagne, c'est pareil. En Autriche, c'est pareil. J'ai beaucoup étudié ces sujets-là, et nous sommes qu'à 400 000 apprentis, plus quelques réformes, en effet, pénicaux qui ont permis de monter à 500 000, mais nous sommes qu'à 500 000 face aux 1 200 000 apprentis allemands. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut redorer le blason de ces métiers. Il faut vraiment que l'apprentissage retrouve ses lettres de noblesse en France. C'est pour moi fondamental pour réindustrialiser le pays. Et puis, bien sûr, on manque d'ingénieurs, on manque de techniciens BTS. Je dirais, on manque d'informaticiens. Et donc, il y a une masse de compétences à mettre en œuvre en formation initiale d'une part, et bien sûr en formation continue. Je pense que là encore, la formation tout le long de la vie va être essentielle pour faire face à des transitions. Vous voyez, le numérique avance à toute vitesse, on est perdu au bout de 2-3 ans, et donc on a un besoin de formation continue dans l'administration, dans nos entreprises et d'une façon générale pour nos concitoyens. Donc voilà ce que je ferai, c'est que je pense que, alors l'Europe a travaillé là-dessus, puisque peut-être que Sylvie Brunet nous en parlera, mais il y a eu des choses qui ont été mises en place. Il y a aussi le semestre européen qui permet en effet de faire que la Commission européenne donne ses directives ou ses recommandations à chaque pays sur des réformes structurelles, sur l'emploi, sur la formation, etc. Ce qui est une façon intéressante de faire bouger aussi les pays au sein de l'Europe. Et puis il y a un processus qui s'appelle EASE, le soutien actif et efficace à l'emploi, qui permet aussi de parler de ces mesures à l'emploi et de la formation, reconversion professionnelle, etc. Ce sont des mesures qui paraissent essentielles, car s'il y a de la croissance et que nous n'avons pas les compétences, eh bien nous aurons une croissance moindre, et c'est vraiment dommage parce que ce sont les autres qui viendront profiter de notre croissance européenne. Merci beaucoup. J'en profite de vous ayez la parole là pour rappeler aux auditrices et auditeurs, ceux qui sont connectés, que vous pouvez poser vos questions dans le chat, et notamment si vous avez des questions pour M. Gattaz, de les poser maintenant, puisque voilà, M. Gattaz devra nous quitter à 18h30, et j'essaierai d'ouvrir voilà, les questions juste avant que vous partiez, M. Gattaz. Merci beaucoup. Pour vous. Voilà, merci beaucoup. Je vous passe la parole, Jean-Christophe Siras. C'est naturellement, puisqu'on parlait de compétences, on parlait de formation, et voilà, en tant que voilà, ancien DRH, comment est-ce que vous voyez cette mise en œuvre en fait très concrètement dans la période d'aujourd'hui, même si elle est très difficile?
Oui, alors je voudrais démarrer par un petit mot d'optimisme quand même, parce que l'Europe, elle bouge dans les crises, mais finalement, les gens aussi quand même. Moi, je pense que ce qui nous a sauvés, enfin, si on peut dire, parce que malgré tout, ça aurait pu être 10 fois pire, c'est quand même deux choses. C'est le digital et les bateaux d'intérêt. Imaginons la même crise il y a 20 ans, sans le digital, avec des taux d'intérêt ce qu'ils étaient à l'époque, je ne sais pas ce qui serait passé, mais enfin, je n'arrive même pas à imaginer ce qui serait passé. Et si je reviens à la question que vous posez, c'est la question des compétences. Moi, je suis assez frappé de voir qu'à travers le télétravail, bah, finalement, il a fallu s'y mettre tous. C'est-à-dire que même ceux qui étaient dans la fracture numérique, qui n'osaient pas trop dire dans l'entreprise, je ne sais pas comment je me débrouille, ou qui demandaient à leurs collègues, là, on s'est un peu tous retrouvés chez nous. Et quand je dis tous, c'est même les chefs, hein, parce que pas mal de patrons, ils ont pas mal de gens pour les aider dès qu'ils ne savent pas trouver le bouton, etc. Donc en fait, objectivement, il y a eu un coup de collier de compétences digitales grâce au télétravail. Bon. Et là, ce n'est pas des grands programmes de formation, c'est la nécessité a fait loi. Et je pense qu'il y a eu, une remise à niveau de beaucoup de gens, parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Si on n'arrivait pas à manier les outils, un tant soit peu, on est paumé. Donc, du point de vue de la compétence digitale, grâce au télétravail, je pense qu'on a bougé dans une grande désorganisation, mais au moins on avait les outils, on avait les PC, ils n'étaient pas trop chers. Finalement, les tuyaux informatiques se sont révélés à peu près assez larges pour faire passer les infos. Donc au niveau des compétences, ça a bien avancé. Il y a un truc dont je voudrais parler sur les compétences, c'est le changement sur les compétences managériales, parce que, bon, on parle toujours des compétences techniques, etc., mais avec le télétravail, là aussi, ça a donné un sacré coup de collier à des changements managériaux. La culture du je veux voir mes gens là parce que je veux sans arrêt pouvoir leur demander quelque chose ou passer ma tête par-dessus leur épaule toutes les 5 minutes, ce qui d'ailleurs désorganise pas mal le travail des gens, CF les risques psychosociaux. Bon, finalement, les managers, ils ont bien été obligés aussi de s'adapter, de changer. Et du coup, il y a des évolutions de compétences managériales extrêmement intéressantes qui sont à l'œuvre. Passer à un management par la confiance, passer à un management par les résultats et non pas le suivi millimétrique des moyens, laisser tomber le micromanagement, ben, il y a des choses qui se passent en matière de pratique managériale. Alors là, c'est pareil, les managers ne vont pas tous à l'école, etc. C'est un peu comme le digital, il faut s'y mettre. Et donc, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent dans les évolutions des pratiques et des compétences qui sont à l'œuvre. Et je pense que de ce point de vue-là, on sait un peu tous la dimension du télétravail. Du coup, elle a pas mal d'effets. Alors, elle est permise par le digital, mais elle va avoir de gros effets sur la transition écologique. Parce que, mine de rien, la réduction des transports, de l'encombrement, de la pollution, il y aura une partie qui va rester. Hein, donc, on a des changements qui n'arrivent pas forcément par où on les avait prévus. Je pense à la révolution, les transitions écologiques, mais qui vont bénéficier. Voilà. Donc, petite note, pardonnez-moi, un peu positive là quand même dans cette affaire. Des compétences digitales qui bougent, des compétences managériales qui bougent, du télétravail plus important, ce ne sera pas du télétravail à 100%, mais du télétravail beaucoup plus important qu'avant, et pas qu'en France d'ailleurs, un peu partout, qui aura des effets d'appui et d'aide à la transition écologique. Et puis moi j'ai une question là que je voudrais poser. Si j'ai bien là pour le coup, puisqu'on parle du plan de relance, moi si j'ai bien compris, il y a un plan de relance formidable voté par l'Europe, peut-être pas aussi gros qu'aux États-Unis, mais j'ai aussi compris qu'il n'y a toujours pas le premier sou qui est arrivé où que ce soit. Donc ma question, là je m'adresse aux Européens qui sont là, c'est l'Europe a pris des décisions nouvelles, ouais, sauf que la question c'est l'implémentation, la mise en œuvre comme toujours, hein. C'est comme là qu'on juge un peu les choses, c'est pas sur les décisions, c'est sur l'effectivité de leur mise en œuvre. Et là, pour le coup, j'ai trouvé les Américains, Nicolas Bouzou l'a dit, avec des méthodes et des concepts très différents, mais ils
ils ont une rapidité d'exécution qui me paraît, que ce soit dans les décisions publiques ou dans les décisions micro, les entreprises, les salariés, qui sont beaucoup plus rapides. Donc, est-ce qu'on ne va pas perdre un peu sur des bonnes décisions, mais un petit gap en termes de vitesse? Merci beaucoup, Jean-Christophe Sibéra. Je vous passe la parole, Sylvie Brunet, pour répondre. C'est la question qui tue, là. Désolé, Sylvie. Et c'est aussi pour Pierre Gattaz, européen. C'est sans doute pour ça que, normalement, en mai, va être lancée une grande conférence sur l'avenir de l'Europe, avec les 3 grandes institutions, hein, donc le Parlement européen, qui représente les citoyens, hein, parce qu'on est élus, nous, la Commission et puis le Conseil européen, hein, qui quand même tous les 6 mois en plus change de gouvernance. Bon, c'est évident, voilà, on peut regarder le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, mais c'est évident que la gouvernance à 27, on est 27 États membres, telle qu'on l'a, voilà, elle n'est pas vraiment extrêmement adaptée à des situations de crise comme on peut les vivre actuellement, puisque de toute façon, il faut l'unanimité pour un certain nombre de décisions majeures. Que l'on sait que quelques États membres en plus ont des vraies problématiques de ce qu'on appelle d'état de droit. D'ailleurs, on a fini quand même par voter une conditionnalité des aides à cette notion d'état de droit, et je voudrais quand même revenir là-dessus parce que c'est majeur. Parce que quand on a des États membres qui remettent en question la liberté de la presse, les droits fondamentaux, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'expression syndicale, enfin les droits fondamentaux, on est obligé de s'interposer aussi. Et on est 27, et il y a tout le temps des élections. Tous les mois, il y a un État membre où il y a des élections. Et on n'est jamais à l'abri d'émergence de courants extrêmement dangereux pour notre démocratie. Bon, voilà. Donc, je voulais insister quand même sur ce point. Et donc, nous avons cette conférence qui a été actée, dont l'idée générale est peut-être de remettre en question certains traités sur ce mode de fonctionnement. De faire émerger beaucoup plus un rôle des citoyens, une implication des citoyens en Europe. Alors, moi, c'est ce que j'appelle dans mes mots, ce que je souhaite, c'est une communication un petit peu plus descendante qu'ascendante, parce qu'en fin de compte, dans ces grosses organisations, on a sans arrêt des décisions qui viennent du haut, mais au fond, comment on fait vivre ce que j'appelle l'Europe des solutions, avec un ensemble d'innovations qui existent dans tous les États membres, en matière sociale, en matière économique, en matière environnementale, qu'on ne voit pas suffisamment. Bon, ça va être un sujet aussi de faire marcher cette démocratie. Mais en tout cas, pour revenir sur ce plan de relance, dont je rappelle que le budget global, en englobant le cadre financier pluriannuel sur les 7 ans, hein, 2021-2027, et donc d'environ 1800 milliards. Bon, donc c'est quand même un budget important, dont 750 milliards, effectivement, Next Generation EU, donc le plan de relance. Ce qui a été complètement innovant, on l'a dit, c'est le fait qu'il y ait, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, de véritables subventions, hein, à hauteur de 390 milliards, qui vont être données aux pays, aux États membres, en fonction d'ailleurs de leur taux de chômage et de l'impact de la crise sur leur PIB. Bon, mais aussi qui vont être dans un emprunt fait par la Commission et la BCE directement. C'est quand même la première fois. Alors, on n'a pas encore, c'est vrai, les fonds, les espèces sonores et trébuchantes qui sont arrivées dans les États membres, parce que d'abord, on a voté quand même qu'en fin d'année le cadre financier pluriannuel, et puis qu'il y a encore des blocages. Il y a une décision de la Cour suprême de Karlsruhe qui a remis en question ce montage. Bon, on attend, voilà, comment ça va être arbitré, mais il faut bien le dire, il y a quand même des blocages. Bon. Et donc, ce que je voulais aussi souligner par rapport à ce plan global, bon, je dirais qu'au fond, ce que je retiens, ce qu'a dit Nicolas Bouzou aussi, l'urgence, c'est les vaccinations. Ça, c'est vrai. Et du coup, ce plan de relance, il va être vraiment important, je pense, en gros, en septembre, quoi. Enfin, l'été, septembre. Là, vraiment, il faut qu'on ait ces fonds pour accompagner. Parce qu'aujourd'hui,
bon, voilà, c'est plutôt les États membres. Certains utilisent SURE, donc pour le chômage partiel. Nous, ça n'a pas été le cas en France. Bon, voilà. Il y avait aussi des reliquats de budget de la précédente, du précédent cadre financier pluriannuel qui sont utilisés aujourd'hui en France avec les régions. Donc, bon, globalement, pour l'instant, on y arrive, mais septembre, c'est vrai qu'il faut que ces fonds soient là. Ce que je voulais indiquer aussi en termes quand même d'innovation, et croyez-moi, ça a été de longues discussions et c'était pas toujours gagné, c'est quand même l'apparition de nouvelles ressources propres pour financer tout cela. Parce que bon, faut pas non plus jouer les grands naïfs. Je veux bien qu'on mette toujours en avant ce que font les États-Unis, en remarquant qu'effectivement, enfin en attendant, ils dominent. Hein. Ils dominent avec les GAFA, ils dominent sur beaucoup de sujets. Alors, est-ce qu'on veut continuer à être toujours dans ce schéma dans le monde? Il faut quand même se poser la question, la Chine également. Et donc, on a mis en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières parce qu'on ne peut pas faire cette transition environnementale si on n'a pas quand même quelques mesures contraignantes. Je n'y crois pas. Enfin, on a réussi à voter ça. Une redevance numérique aussi qui vont être proposées d'ici le mois de juin 2021. Donc, on travaille quand même aussi sur ces sujets. Et aussi une nouvelle ressource propre fondée sur le système d'échange des quotas d'émissions, hein, sujet aussi bien connu. Donc, on a quand même, alors ce n'est pas des nouveaux impôts qu'on va, du coup, comment dire, imposer aux entreprises qui travaillent en Europe, mais c'est aussi à celles qui sont en dehors de l'Europe. Et les autres, une fois de plus, ne se privent pas de le faire. Hein, quand il faut aller, ils sont quand même plutôt protectionnistes dans d'autres grands continents. Bon, donc je crois que c'est un sujet important aussi qu'on ait ces ressources propres pour, je dirais, étayer financièrement les axes stratégiques qu'on se donne pour avoir effectivement, on s'est aperçu à l'occasion de cette crise qu'on n'est même pas capable de produire des vaccins massivement en Europe, mais je vous rappelle aussi qu'il y a eu les masques dès le départ, qui sont venus de Chine, hein. Ils n'étaient pas en Europe. Bon, donc on va mettre les bouchées doubles, et je pense que c'est quand même une bonne chose. Et c'est la bonne nouvelle, même si les mécanismes, et au passage, on a eu à digérer, et on ne l'a pas encore digéré, le Brexit. Oui. Je rappelle aussi que fin décembre, on avait une séance exceptionnelle pour gérer les derniers éléments du Brexit, qui ne sont pas sans faire couler de salive encore pour le moment, hein, entre les problématiques de pêche, les problématiques diverses et variées, y compris industrielles, économiques. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses pour cette année 2020. Et puis, je finirai en disant que c'est un vrai enjeu. Posons-nous juste la question, sans Europe, qu'est-ce qui se passerait? Parce qu'on aurait pu se dire, chaque État membre commande ses vaccins. Bon, voilà, il n'y a pas de programme COVAX pour les pays en voie de développement. Pour l'Afrique, on a une action forte quand même en Europe. Nous, on le fait. Bon, d'autres ne le font pas. Alors bon, d'accord, ils se contentent de... On l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est dur à construire la solidarité. C'est beaucoup plus difficile à bâtir, y compris sur les sujets sociaux et économiques. Et il ne faut pas lâcher le gouvernail sur plus de convergence sociale. Voilà. Moi, je crois que c'est ça le danger, parce que sous prétexte de crise, qu'on ne se retrouve pas avec des salariés précarisés, des travailleurs précarisés, des droits des femmes encore plus attaqués. Alors, en Europe, on nous regarde beaucoup, ailleurs dans le monde. Et ailleurs, parce qu'on donne un peu la boussole aussi. Donc, je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus et continuer sur la directive salaire minimum, la directive transparence des salaires, pour réduire les écarts salariaux entre les femmes et les hommes, parce que le sujet, il reste entier. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous passer tout de suite la parole, Monsieur Mailly, parce que Michel Derdevé a une question pour Monsieur Gattaz qui doit nous quitter dans un peu moins de 10 minutes. Et donc, vous avez la priorité et je vous passe promis la parole ensuite. Bien sûr. Mais merci beaucoup, Catherine. Et puis, la question s'adressera d'ailleurs peut-être aussi à Jean-Claude et à Marie-Claire. Ma question, c'est dans un mois, jour pour jour, le 7 mai, la présidence portugaise de l'Union organise un sommet social, avec la Commission européenne, bien sûr, à Porto. Et comment, de votre fenêtre, vous voyez le rôle des partenaires sociaux dans toute cette relance économique que Nicolas évoquait tout à l'heure, à l'horizon de l'automne prochain? Est-ce que finalement c'est le rôle des exécutifs ou de la Commission dans sa fonction d'initiative ou du Parlement européen? Mais que font les représentants des employeurs, des salariés? Et comment, pour reprendre ce que Marie-Claire Caïto évoquait tout à l'heure, on remet de la
démocratie participative dans le moteur européen? Donc cette question, vous pouvez y répondre peut-être à plusieurs. Merci. Et puis comment le dialogue social aussi peut être enrichi? Exactement. Alors, vous voulez que je réponde? Oui, c'est à vous. Alors, je crois, si vous voulez, que le dialogue social, c'est fondamental. D'abord, c'est fondamental dans toutes nos entreprises, les boîtes, les entreprises, l'administration qui marche, mais je parle des entreprises que je connais mieux, c'est là où le dialogue social se passe le mieux, avec de la confiance. Quand les salariés sont en confiance, ont un sens pour venir travailler le matin, sont bien traités en période de croissance, en période de crise, ça marche durablement. Et je peux vous dire que dans les entreprises familiales que je représente, qui sont très peu nombreuses en France malheureusement et très importantes en nombre en Allemagne et qui expliquent un succès économique et social allemand, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, en effet, vis-à-vis de l'Europe, on a des partenaires sociaux, les TUC, etc. Laurent Berger est président de les TUC. On discute régulièrement sur les grands enjeux. Mais on est d'accord sur un point, bon, c'est que cette crise, il faut la vivre ensemble, il faut la combattre ensemble. C'est les partenaires sociaux nationaux qui ont la main la plupart du temps. Donc on voudrait éviter, en tout cas Business Europe, qu'il y ait une surréglementation par-dessus tout ça, qui étouffe le dialogue social de terrain national au profit du dialogue social européen qui viendrait plus prendre en compte le terrain, en fait. Donc attention, c'est un dialogue social intéressant qui doit se positionner comme dialogue social économique et social européen, mais attention encore une fois, de ne pas étouffer une économie qui est déjà très fragile par des normes, des contraintes, et même Brunet, je reviens sur ce que vous disiez, on est là pour que nos salariés restent, soient motivés, avancent dans le projet. Mais encore une fois, et on connaît la France depuis 40 ans, un modèle social qui a été très complexifié par le temps, qui fait qu'en effet, eh bien, l'industrie s'est étouffée dans ce modèle social, les gens sont partis, ont été investir ailleurs, ont été fabriqués ailleurs. Le Moderna est encore un exemple, si vous voulez, d'une personne qui aurait pu tout à fait se mettre en France et est partie à Boston parce que l'environnement bostonien, américain, était beaucoup plus propice pour la recherche, pour aller vite, pour aller de la rapidité, pour lever des fonds. Donc je ne suis pas pro-américain, mais je pense, si vous voulez, qu'il faut vraiment... c'est l'économie qui tire le social avant tout, et pas le social qui pousse l'économie vers le haut. Donc à partir de là, si vous voulez, et moi je suis un grand partisan du dialogue social de terrain, fondamentalement, ensuite en effet, il faut faire attention, le SMIC européen par exemple, je ne suis pas un fan de cette idée-là. Je pense que c'est à chacun des pays de définir le SMIC, d'avoir peut-être un cadre, un objectif à terme, si vous voulez, peut-être à 10 ans, on se dit, à 10 ans, ce serait bien qu'il soit passé quelque chose, mais l'imposer, si vous voulez, aujourd'hui, au niveau des économies et des pays qui sont tous en train d'essayer de s'en sortir, ce serait contre-productif. Alors, nous allons aller à Porto sur ce dialogue social avec beaucoup d'enthousiasme, comme je vous dis, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le dialogue social, j'y crois à fond, mais il faut le faire intelligemment pour ne pas étouffer, je dirais, les économies, mais tout en prenant en compte les choses qu'il faut régler dans le temps en Europe. Alors voilà, il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qui se passent moins bien. On est pas mal en avance sur l'environnement par rapport aux Chinois, aux Américains. Sur le dialogue social, il y a beaucoup de choses très très bien en Europe. Capitalisons dessus et regardons les points où on peut encore améliorer. Voilà ma réponse. Merci beaucoup. J'en profite puisque vous allez partir peut-être pour vous poser une question qui pourrait vous être destinée, même si elle n'est pas du public qui nous écoute, même si elle ne vous est pas directement, nommément adressée. Comment absorber les centaines de milliers de jeunes diplômés qui arrivent sur un marché du travail européen déprimé depuis 2020? Et ce sera aussi une question pour vous, Jean-Claude Bailly. Décidément, après, vous allez garder la parole, je pense. Alors, je répondrai et je serai obligé de vous quitter après. J'en suis vraiment désolé et merci encore de ce débat très, très intéressant. Sur les jeunes, c'est fondamental et je pense qu'on est tous extrêmement attristés par cette jeunesse qui est confinée, qui ne trouve pas d'emploi, qui ne trouve pas de stage. Et c'est là où je dis, le plus vite possible, on sortira de cette nasse par la vaccination, par des plans de croissance, par la confiance des entrepreneurs, des entreprises, des plus petits aux plus grands. On a beaucoup parlé des artisans. Je pense que c'est très important que cette économie reparte vers le haut. J'étais un grand partisan de ne pas fermer les cafés, hôtels, restaurants, par exemple, et de trouver des moyens locaux, adaptés, personnalisés par café, par hôtel, par restaurant. Bon, on a décidé de tout fermer d'un coup d'un seul. Ça fait des dégâts considérables psychologiquement. Et tous ces gens-là qui prenaient des apprentis, des serveurs, des jeunes, etc., eh bien, ce sont des centaines de milliers d'emplois actuellement à l'arrêt. Donc moi, j'ai hâte que tout ça, on oublie, que la vaccination se fasse et qu'on ouvre et qu'on aide
toutes ces petites entreprises à reprendre des couleurs. Mon petit espoir et mon optimisme sur le sujet, c'est qu'après ces mois de confinement où tout le monde a souffert, tout le monde est chez soi, il y a une sorte de libération qui se passe, contrôlée, parce qu'il ne faut pas recommencer sur une 4e vague, mais qui permettra, j'espère, de repartir. Comme on l'a vu d'ailleurs, il y a une croissance assez forte qui s'est opérée en France après le premier confinement, en juin, juillet, août, qui était très intéressant. Je crois que la France a fait 6 ou 7% de croissance d'un seul coup. Tout le monde était reparti de l'avant et j'espère qu'on revivra ça. J'espère vraiment, mais en tout cas, c'est un point majeur, s'occuper de notre jeunesse et qui sont le futur de nos pays. Merci beaucoup, M. Gattaz. Merci beaucoup et je vous quitte. Désolé. Merci infiniment. Bientôt, au revoir. Jean-Claude Mailly, c'est à vous. Donc, vous avez plusieurs... Oui, plusieurs choses. Sur le plan de relance, beaucoup de choses ont été dites. Hein. Mais vous savez, moi, quand je disais tout à l'heure que la crise sanitaire intervient aussi dans une crise qui est préexistée, qui n'était pas sanitaire, bien entendu. Et d'une certaine manière, je peux me tromper, d'une certaine manière, on était en train d'abandonner Milton Friedman sur le plan économique et de redécouvrir Keynes, mais avant la crise sanitaire. Et la crise sanitaire, selon moi, devrait jouer un accélérateur en la matière. Alors, on verra, mais je pense que ça jouera un accélérateur. Alors, le plan de relance, je ne reviens pas sur le fait qu'il y a 3 ans, on n'aurait jamais imaginé ça. Le seul problème aujourd'hui, au-delà, on peut toujours s'interroger, est-ce que le montant est suffisant ou pas? Le seul problème, c'est sa mise en application. Et là, Jean-Christophe le disait tout à l'heure, bon, quand est-ce qu'on va percevoir concrètement les effets de ce plan de relance? On peut espérer, Sylvie le disait, en tous les cas, il faudrait au moins que cet été ce soit en place, quoi, parce que si, ce qu'on espère tous, on peut dire le gros de l'épidémie est passé, je ne sais pas, juin, juillet ou août, les États disposent des fonds nécessaires, au-delà de ce qu'ils mettent sur la table, pour effectivement accélérer une relance économique qui est indispensable. Et ça touche, j'espère, moi, je suis un Européen convaincu mais critique sur les modalités de la construction depuis longtemps, j'espère que ça va servir d'électrochoc. Je ne parle pas de la Commission européenne uniquement, hein, c'est aussi les conseils européens, qu'il n'y ait plus de poids au Parlement demain, enfin, etc. Voilà, tout ça, ça devrait faire réfléchir aujourd'hui l'ensemble des pays, l'ensemble des dirigeants, si l'on veut que demain, l'Europe soit encore un espoir pour les peuples européens, pour aller vite. Bon, sur le plan de relance, donc oui, c'est bien, mais on peut mieux faire, quoi. Y compris, ça doit nous questionner sur les modalités de la construction européenne, à 28 hier, à 27 aujourd'hui. Deuxièmement, alors, on a beaucoup parlé numérique, environnement, je suis d'accord. Pierre Gattaz, rajouter l'industrie, je suis d'accord. Mais moi, je rajoute autre chose, c'est le social. Et ce n'est pas simplement qu'une question financière, hein, ou monétaire. Je suis, moi, persuadé que plus d'investissement dans le social facilitera aussi la reprise et l'activité économique. J'en suis complètement convaincu. Est-ce que vous pouvez préciser ? Attendez, ça a coupé. Voilà, je reviens. Je suis persuadé que l'investissement au sens générique, hein, dans le social sera de plus en plus indispensable. Moi, en ce moment, je travaille beaucoup sur les questions de RSE, ESG, enfin on appelle ça comme on veut. C'est fini les trucs de marketing. Hein, demain, une entreprise qui ne prendra pas en compte toutes ses parties prenantes, les salariés, les fournisseurs, les clients, etc., pour moi, j'en suis persuadé, elle déclinera. Hein, donc, c'est un élément de la relance également. Et ce n'est pas uniquement une question monétaire, c'est évident. Donc, le social, c'est partie intégrante. Alors, sur le dialogue social européen, bon, il est parti Pierre Gattaz, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il m'apparaît, moi, indispensable qu'au niveau européen, la Confédération européenne des syndicats et Business Europe, qui est son équivalent patronal, acceptent et discutent et négocient. Et ça, il y a des méthodes pour favoriser ça. Il ne suffit pas de dialoguer et puis de discuter, c'est sympa, mais ça conduit à quoi? Moi, bon, mon âge fait que, jeune militant, j'ai connu quelque chose qui a bien fonctionné dans les années 90, qui avait été initié à l'époque par Jacques Delors, président de la Commission européenne. Ça s'appelait le dialogue social Val-Duchesse, du nom de l'immeuble à Bruxelles. C'était quoi le dialogue social Val-Duchesse? Autour de la table, à peu près une fois par an, il y avait la Commission européenne, les gouvernements, enfin un des représentants, les syndicats et le patronat. Et on arrêtait quelque sorte
Delors disait, pour que l'Europe avance, il faut qu'elle avance économiquement et socialement. Donc, et on a arrêté un peu un agenda social. Et ça a donné lieu à toute une série de négociations sur les contrats à durée déterminée, etc., les contrats précaires à l'époque. Donc, il fallait une impulsion. Et ça, on ne l'a pas aujourd'hui, malheureusement. Et je pense que cette impulsion, on devrait l'avoir. Alors, il ne s'agit pas de dire le SMIC à 1 500 € partout en Europe. Ça n'a jamais été ça. Moi, je sais que la revendication posée par les syndicats au niveau européen, c'est un SMIC à hauteur de 60% du salaire médian de chacun des pays. Bon. Et déterminé selon les modalités propres à chaque pays. Attendez, franchement, ce n'est pas la révolution, quoi. Faut arrêter ça. Bon. Donc, et l'Europe évoluera également si, à la fois, elle avance sur le plan social, une harmonisation. Après, chaque pays a ses différences, les coûts du travail sont différents, c'est évident. Pas seulement socialement, mais fiscalement. Regardez, c'est Biden qui, président des États-Unis, qui dit ah ben nous on monte l'impôt sur les sociétés à 28, ce serait bien que ce soit une norme au niveau international. Ben, il a raison là-dessus. Bon, ça intéresse les États-Unis ponctuellement, je suis d'accord, mais il a raison. Il faut qu'on avance aussi. Faut pas y accepter que certains pays fassent encore de l'impôt sur les sociétés à 12%, quoi, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Donc l'Europe doit avancer concrètement sur ces questions-là, à la fois sur le plan fiscal, mais aussi sur le plan social. Et après, rien n'a empêché, jusque maintenant, y compris quand entre guillemets, une norme européenne était négociée et faisait l'objet d'une directive derrière, rien n'empêchait un pays qui voulait faire mieux de faire mieux. Hein, il y avait une clause qui le spécifiait d'ailleurs. Donc moi, je crois beaucoup à ça et je pense que l'Europe aurait tout à gagner. Et les syndicats, je ne sais pas où en sont les relations aujourd'hui entre la Confédération européenne et Business Europe, au-delà du dialogue, mais je pense que l'un et l'autre auraient tout à gagner à négocier, trouver des accords et après essayer de les faire passer en directive comme c'est la procédure. Dernier point qui m'apparaît important, c'est que, alors certains appellent ça l'Europe des cercles concentriques. Sylvie le disait, décider à 27, c'est pas simple. Hein, y compris avec des pays qui parfois aiment bien récupérer la manne européenne, mais sans faire les efforts démocratiques à la cité des... Bon, ok, mais au moins, est-ce qu'on ne peut pas avancer plus vite les 19 pays, et c'est déjà pas mal, qui composent la zone euro? C'est quand même, on a la même monnaie, et il faut la garder, il n'y a pas d'ambiguïté. On a la même monnaie, on devrait pouvoir avancer plus vite fiscalement, socialement. Ce n'est pas question de dire aux autres, vous n'êtes pas dans le coup, ce n'est pas ça. Mais au moins, en ayant la même monnaie, on devrait pouvoir avancer plus rapidement. Après, les autres se collent s'ils le souhaitent ou pas. D'accord, merci beaucoup. Je vous laisserai peut-être aussi réagir sur ces propositions, ça me paraît important. J'en profite quand même pour prendre une question de nos auditeurs. Vous peut-être commenter en répondant à cette proposition de Jean-Claude Mailly. Comment expliquer les disparités entre les pays du Nord, Allemagne, Pays-Bas, et les pays du Sud, notamment la France, mais aussi l'Espagne et l'Italie, en matière d'impact sur l'emploi, et comment éviter ces divergences dans le contexte post-pandémique? Et je pense que ça va un peu ensemble. Que peut faire la présidence française de l'UE à venir pour promouvoir l'emploi européen? Donc, voilà, peut-être que vous pouvez intégrer en partie aussi dans vos réactions une réponse à ces deux questions. Alors, je ne sais pas qui veut parler en premier. Marie-Claire Gaëto? Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Oui, alors je pense que les différences des pays sur l'emploi, elles tiennent à plusieurs facteurs. Elles tiennent déjà, ça a été dit là en introduction, déjà, je crois que c'était Pierre Gattaz qui l'a dit, il y a des pays les pays les plus industrialisés ont mieux tenu que les autres. C'est-à-dire que je pense qu'entre autres, la question de la France qui s'est beaucoup désindustrialisée est un problème. Et après, ce sont évidemment les politiques qui ont été mises en place. En particulier, la France a quand même mis en place des politiques de soutien pour que les personnes justement qui n'aient plus d'emploi et quand même qui ne puissent plus travailler soient quand même soutenues. Donc je pense que c'est tenu à deux facteurs. Alors après, pour rejoindre le débat précédent, moi je partage ce que vient de dire Jean-Claude Mailly complètement. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire au niveau européen parce qu'au niveau du dialogue social, la plaque européenne, elle est vraiment opportune. Si on veut, j'allais dire un petit peu compter, alors je ne sais pas, je le dis de cette façon-là, mais dans le monde, entre les États-Unis et les pays asiatiques, et bien évidemment, l'échelon européen, il est indispensable. Donc c'est vraiment
à cette... alors, je ne dis pas que ça enlève le rôle des États, de chaque État, hein, bien entendu, mais le fait d'avoir une véritable politique européenne et de s'entendre au niveau européen, c'est essentiel, que ce soit sur les questions industrielles, sur les questions effectivement environnementales, sur les questions sociales. Et moi, je partage qu'il faudrait qu'il y ait des négociations pour pouvoir harmoniser par le haut les normes sociales, environnementales, fiscales, mais bien évidemment, en mettant après des systèmes d'écluses ou de barrières ou de taxes aux frontières, hein, parce qu'il ne faut pas que, effectivement, qu'on se tire une balle dans le pied. Mais y compris, alors une chose que je ne partage pas, ce qu'a dit Pierre Gattaz, mais comme il est parti, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais quand il dit l'industrie s'est étouffée dans son modèle social, moi je ne pense pas, je pense que l'industrie s'est étouffée dans la financiarisation de l'économie. En allant toujours chercher des rendements à 2 chiffres et rapides, ça c'est incompatible avec l'industrie qui demande des gros investissements sur du temps long et des rendements qui sont plutôt faibles. Mais si on se mettait à compter tout ce qu'on appelle de manière pudique les externalités négatives quand on produit quelque chose, c'est-à-dire que si on comptait les dégâts qui sont causés par les émissions de gaz à effet de serre, par l'usure des routes, par les effets sur la santé, par les navires qui dégazent dans les océans quand ils ramènent des produits. Si on comptait vraiment tout ça dans un produit, eh bien, on arriverait déjà, j'allais dire, à des coûts beaucoup plus compétitifs par rapport à ce que l'on peut produire en France ou en Europe, et y compris, de toute façon, le fait d'avoir une production plus localisée, avec des circuits plus courts, ça permettrait de recréer des emplois et des emplois qualifiés et bien formés, et donc y compris avec des gens qui auraient des meilleurs salaires. Et là, effectivement, quand Jean-Claude Mailly disait la question sociale, oui, si on arrive à avoir des gens, on va rentrer dans un cercle vertueux de cette manière-là. C'est-à-dire que si on crée des emplois qui sont qualifiés avec des gens qui sont bien payés, on va relancer l'économie. Et y compris si on produit des objets, comme je l'ai dit précédemment, des objets durables, réparables avec une montée en gamme, on rentre dans un cercle vertueux qui, de mon point de vue, permettra de relancer toute l'Europe. Et bien évidemment, quand je dis ça, je ne dis pas non plus d'être en autarcie, hein. On aura bien entendu tout le temps des échanges, mais voilà, on a vraiment des choses à réfléchir au niveau européen. Et puis, j'allais dire, des possibilités d'emploi, on en a. Hein. Très, très sincèrement, quand on voit les entreprises qui aujourd'hui font des plans de suppression d'emplois en France, je vais en citer par exemple un. Quand General Electric à Belfort veut fermer l'usine, General Electric à Belfort produit les turbines Arabelle, qui sont les turbines des centrales et des sous-marins nucléaires en France. C'est des choses dont on a besoin. C'est des choses dont on a besoin pour la transition énergétique et écologique. Donc voilà, là, je veux dire, on ne doit pas supprimer ces emplois. Et en plus, c'est des emplois qui vont être délocalisés ailleurs, qui ne vont pas être supprimés au niveau mondial, vous voyez. Donc je pense que des emplois, on peut en créer. On peut en créer si on fait des plans d'isolation massive de l'habitat. Enfin voilà, il y a des tas de choses qui peuvent se faire. Et il suffit, voilà, d'avoir la direction vers laquelle on veut aller. Je pourrais intervenir peut-être, merci Catherine. C'était vraiment intéressant la question Europe du Nord, Europe du Sud, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Europe versus reste du monde, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on voit entre Europe du Nord et Europe du Sud? Et il y a 2 choses qui ont été évoquées qui sont quand même assez intéressantes, je trouve, sur le dialogue social et sur l'apprentissage. Il y a d'assez grosses différences entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Sur le dialogue social, bon, le continent européen est quand même on va quand même le dire, le continent du dialogue social dans le monde. Au total, il suffit d'aller se balader soit en Asie, soit dans les Amériques, à part l'Amérique du Sud, mais l'Amérique du Sud est très influencée par l'Europe en réalité sur le dialogue social. Mais pour le reste, on est vraiment le continent du dialogue social. Mais à l'intérieur de l'Europe, quand même, il faut qu'on regarde Europe du Nord, Europe du Sud. Moi, je suis quand même assez frappé de constater qu'en Europe du Nord, le dialogue social est, me semble-t-il, à la fois plus fort et plus efficacement organisé. Les pays d'Europe du Sud, c'est celui où il y a le pluralisme syndical, il y a plein de syndicats, il y a parfois des CE et des syndicats, enfin on en rajoute dans tous les sens. Bon, on a fait des efforts en France il y a 3 ans pour regrouper un peu ça. Jean-Claude était très impliqué là-dedans. Mais en Europe du Nord, c'est quand même beaucoup plus simple. Enfin, moi, je suis dans les relations sociales dans les entreprises. En général, on a un CE, mais pas de syndicat. Enfin, pas de syndicat en tout cas dans l'entreprise. Mettons la branche en Allemagne. Mais dans l'entreprise, on a un interlocuteur, puis on fait tout avec lui. En Europe du Nord, c'est plutôt le syndicat, pas de CE.
On a le syndicat très puissant, etc. Donc, on peut, je pense, la question n'est pas de savoir si on donne beaucoup de prérogatives. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le dialogue social, c'est important et que les prérogatives sont extrêmement importantes. Par contre, une fois de plus, c'est l'organisation des prérogatives qui fait la différence. C'est l'efficacité dont je parlais tout à l'heure dans l'implémentation. C'est vrai qu'on perd beaucoup en efficacité dans le dialogue social en Europe du Sud, dans les pays d'Europe du Sud, à cause de la multiplicité des intervenants, des partenaires. Et en Europe du Nord, ils ont plus de pouvoir, ils sont plus efficaces. Donc, il faut qu'on s'interroge là-dessus. La deuxième chose, c'est l'apprentissage. Ça a été évoqué aussi, c'est très, très intéressant. Bon, même si la France, on a fait pas mal de progrès, les chiffres qui ont été cités montrent qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et moi, je vais vous dire un truc qui m'a sidéré. Je suis élu local depuis 1 an et je m'aperçois que l'apprentissage, totalement, quasiment inconnu dans les collectivités locales. Moi, la première question, je suis arrivé dans ma mairie, j'ai dit, il y a combien d'apprentis ici? Il n'y en a même pas 1% des effectifs et dans les entreprises. Bon. Autrement dit, on a des gisements avec des métiers vachement intéressants dans les collectivités locales, hein. Les espaces verts, l'aide à la personne, il y a des métiers, les menuisiers, les électriciens, enfin, il y a de quoi apprendre, hein, il y a des formateurs. Bon, bref, on a des espaces de conquête et je pense, là je m'adresse un peu aussi aux décideurs, finalement, d'une certaine manière, mais finalement, je me mets dans les décideurs en tant qu'élu local. Il faut qu'on se prenne en main, on a encore plein de choses à faire. Ce qui est sûr, c'est qu'en Europe du Nord, il y a plus d'apprentissage, plus d'alternance et moins de chômage, parce que l'insertion professionnelle, elle est plus rapide. Donc, 2 pôles très intéressants où, en Europe, on peut apprendre des uns des autres. Apprenons des pays d'Europe du Nord. S'ils sont plus efficaces, et laissons tomber nos trucs et essayons de se dire, bon, ils sont peut-être plus pragmatiques, plus meilleurs dans l'efficacité. Essayons d'apprendre, apprenons les uns des autres entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. On peut faire plein de choses. Et je pense que les pays d'Europe du Nord peuvent apprendre des pays d'Europe du Sud sur bien des domaines aussi, mais peut-être pas les mêmes. Merci beaucoup. Sylvie Brunet, je vous passe juste pour intégrer une dernière question. Oui. Parce que elle pourrait, voilà, je pense que vous pourriez y répondre, que se pose une personne. Jusqu'à quand maintenir les économies européennes sous perfusion d'argent public ou de création monétaire? Existe-t-il des indicateurs objectifs pour déterminer le montant idéal pour lever ces aides? Alors, j'ajoute cette question, mais vous répondez dans l'ordre, voilà, si vous voulez donner d'autres éléments sur les 2 autres questions qui ont été posées ou sur l'intervention de M. Mailly. De toute façon, un cadre budgétaire a été voté. Une fois de plus, on l'a vu, on est plutôt dans un sujet de quand est-ce que ces fonds arrivent concrètement. Et on a tous dit le plus vite possible. Et a priori, effectivement, l'urgence, c'est effectivement les vaccins sur lesquels quand même l'Europe a mis aussi des millions. Donc, ça a un coût. Bon. Mais ça, c'est vraiment la priorité. Alors, jusqu'à quand? Effectivement, on a quand même on voit bien qu'on a jusqu'en 2024, voilà, des années où on va mettre plus sur cette partie-là, vraiment de gestion de cette crise et d'accompagnement de la sortie de crise. Puis après, normalement, si tout se passe, on a dit tout à l'heure que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes, c'est pas faux. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Qui nous aurait dit, même en juillet de l'année dernière, qu'on allait se retrouver en mars, avril, à nouveau, enfin, avec des variants, avec de nouveaux sujets quand même sanitaires. Bon, malheureusement, parce qu'on a quand même toujours les hôpitaux rengorgés, les services de réanimation engorgés, partout d'ailleurs. L'Europe nous donne beaucoup de modestie aussi sur les attaques en règle qu'il y a de tout et de tout le monde, parce qu'on voit quand même que les autres, ils souffrent aussi. Hein. Bon, enfin voilà, je ferme la parenthèse. Mais bon, donc il y en a quand même beaucoup d'incertitudes. Mais oui, je pense qu'une fois de plus, on l'a dit, quand on va être sorti par le biais quand même de cette vaccination massive, on voit qu'elle produit des effets dans tous les États où on a pu le faire. Bon, on a les effets qui ça y est, qui se produisent. Donc, du coup, on va sortir petit à petit de ce quoi qu'il en coûte, pour être clair, et aussi au niveau européen. Mais je voulais juste revenir rapidement sur ce qui a été dit. Je souscris pleinement. Et j'étais moi aussi pas en accord, je ne suis pas toujours en accord avec ce que peut dire Pierre Gattaz, en tout cas sur le sujet du dialogue social au niveau européen. Pour moi, je trouve qu'il y a un manque de dialogue social au niveau européen. Voilà. Et d'ailleurs,
je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas assez de dialogue social au niveau européen, y compris sur le sujet de l'impact de cette crise sur l'emploi et les compétences. C'est vraiment un sujet majeur. On devrait avoir vraiment des réunions régulières, une consultation des partenaires sociaux sur ce sujet. Bon, et deuxième exemple, et d'ailleurs ça explique aussi les différences entre le Nord et le Sud, comme Jean-Christophe l'a expliqué culturellement, une instance dont on n'a pas parlé, qui est le comité d'entreprise européen. Alors je sais que Business Europe ne veut surtout pas qu'on touche à la directive, mais moi je trouve que c'est une instance qui est insuffisamment consultée, informée et consultée. Je vais vous donner un exemple. Bon, ils ne sont plus maintenant dans l'Union européenne. Quand je suis arrivée au Parlement, en 2019, on a eu ce que j'appelle l'affaire Thomas Cook, 20 000 licenciements. 20 000 licenciements. Il n'y a même pas eu, c'était en Grande-Bretagne, le siège, de consultation des partenaires sociaux et du comité d'entreprise européen pour dire ce qui allait leur tomber dessus. Donc c'est une brutalité. Et je pense que, particulièrement dans un contexte de crise, c'est ensemble qu'on bâtit des solutions. Il faut que voilà, qu'on soit préparé. Et donc, je pense qu'on a quand même des gros, c'est plutôt les gros groupes, mais qui sont implantés dans toute l'Europe. Moi, j'ai été DRH aussi. Bon, j'avais des établissements dans toute l'Europe et ailleurs. C'était extrêmement important de mener ce dialogue social au niveau européen pour dire ce qui allait se passer et pas se contenter de fermer des sites dans certains endroits et voilà, et pas dans d'autres. Donc, je pense qu'il faut plus de dialogue social au niveau européen et que, sans doute, c'est une des explications dans les différences entre le Sud et le Nord, pour être un peu caricatural. Mais attention à ne pas être aussi trop caricatural, parce que l'Allemagne, c'est pas le nirvana et c'est pas parfait surtout. Bon, il y a beaucoup de temps partiel en Allemagne, énormément. Il y a beaucoup de personnes en dessous du seuil de pauvreté, beaucoup en Allemagne. Donc, il y a des sujets aussi, c'est pas non plus parfait. Bon. Et puis, l'Espagne a été excellente sur le sujet des violences faites aux femmes. On s'est beaucoup inspiré de l'Espagne pour mettre en place des actions pour lutter contre les violences faites aux femmes, par exemple. Donc, vous voyez, il y a des fois des sujets aussi au niveau social dans les pays du Sud qu'il faut regarder avec attention. Merci beaucoup. On arrive tout doucement aux propos conclusifs qui sont peut-être plus une ouverture au cas où il y a un élément que vous n'avez pas eu le temps de… On n'aura pas le temps de le développer, mais peut-être simplement de le nommer, puisque l'idée du débat, c'est aussi… on voit il y a des points de convergence, il y a des points qui font toujours débat, il y a des points évidemment de désaccord, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de partir, de terminer le débat avec… voilà, des solutions, non pas clés en main, mais qui sont construites, co-construites. Est-ce que vous souhaitez rajouter un mot donc, Sylvie Brunet, c'est presque une conclusion que vous avez faite, je pense. Voilà, donc, est-ce que Jean-Christophe Sibéras, qu'est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport aux propos que vous avez tenus précédemment Oui, je dirais un mot plutôt avec la casquette Global Deal, c'est sur l'importance du dialogue social, effectivement. Je pense quand même, alors effectivement, je trouve que dans les boîtes, quand je discute avec mes collègues, responsables de relations sociales, responsables de comités européens, dans les usines, il y a eu plutôt, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il y a plutôt la crise a accéléré la densité du dialogue social. C'est vrai qu'un comité européen, pour déplacer avant la crise, pour déplacer les gens, on le fait 1 fois par an, 2 fois par an maximum. Bon, de temps en temps, il y a des bureaux restreints. Cette fois-ci, on s'est rendu compte qu'avec le digital, on arrivait quand même, bon an, mal an, à faire des réunions plus fréquentes, parce qu'il n'y avait plus de déplacements, etc. On arrive à les faire aussi moins cher. Je le dis parce que pour les entreprises, c'est important, les coûts, le dialogue social, il ne faut pas non plus que ça soit… c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à trouver des solutions d'interprétariat à distance qu'on n'aurait jamais trouvées avant la crise, moins chères et moins coûteuses. Et du coup, on parle plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se voir de temps en temps, mais il y a quand même globalement une accélération, une intensification. Et la question qu'on peut se poser, c'est parce qu'après la crise, on va rester là-dessus. Mais je fais le pari quand même qu'on va en garder quelque chose. Parce que quand vous créez des liens avec des gens, et notamment en Europe, plus de relations, c'est moins de méfiance,
on se comprend mieux, il y a moins de barrières culturelles. Quand les interprétations sont plus faciles parce qu'on a des machins sur des smartphones, bah, c'est quand même des obstacles en moins. Donc je trouve que la dynamique du dialogue social, y compris entre les syndicats en Europe, s'est renforcée, je pense, en tout cas à l'intérieur des entreprises. Et quand je parle des entreprises, je parle aussi évidemment du niveau des discussions au niveau des comités européens. Donc, et là, c'est vraiment un marqueur différenciant de l'Europe par rapport au reste du monde. Et je crois que là, il y a des éléments de fierté. C'est-à-dire que dans la crise, on est arrivé à se parler. Il y avait des peurs, il y a eu des craintes, des sidérations. Et les sidérations, il n'y avait pas que les salariés, même les dirigeants, ils ont été sidérés au sens de la peur. Les numéros 1 des boîtes ont eu des peurs aussi. Et donc, on s'est resserré autour de ça. Donc, je pense qu'on a ce patrimoine commun de dialogue social. J'ai dit qu'il pouvait sans doute être un peu plus efficace ici ou là, en regardant un peu ce que font les autres. Mais au total, je trouve que là, on a des valeurs européennes. La deuxième chose que je dirais, c'est quand même, essayons que cette fierté, on puisse l'assumer mondialement. Hein. Les entreprises, en fait, aujourd'hui, elles sont mondiales. Dans les années 80-90, elles étaient européennes, et dans les années 60, elles étaient plutôt nationales, françaises, etc. Donc, au tournant du XXIe siècle, on est devenu mondial. Et sur le dialogue social, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Bon, par exemple, moi, je trouverais bien que l'Europe dise, nous, les comités européens, dans les grands groupes, bah, ça serait bien que vous invitiez aussi des non-européens, des syndicats des autres pays. Je trouve que ça serait bien que ce message politique puisse être donné au reste du monde. Si on a un modèle dont on pense qu'il est fier, pourquoi se le cantonner, si je puis dire, à nos frontières européennes? Invitons nos collègues brésiliens, américains, chinois, coréens, indiens à nos réunions. Élargissons le comité européen, faisons-en un socle, mais dans lequel on ne bâtit pas des frontières inutiles, c'est-à-dire au fond un certain universalisme du message européen dans le dialogue social. Merci beaucoup. Marie-Claire Caïto, un petit mot de conclusion. Oui, ben je vais rebondir sur ce qu'a dit Sylvie Brunet. Elle a dit qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Et moi, je pense on risque d'avoir d'autres situations d'incertitude. Donc, il faut s'y préparer. Et ça veut dire qu'il faut développer les amortisseurs, comme les services publics et les solidarités entre les pays. Développer la recherche dans toutes ses dimensions, hein, les sciences dures, mais aussi tout ce qui est sciences humaines et sociales. Transformer notre appareil productif pour qu'il soit capable de répondre aux besoins sociaux, mais également aux défis environnementaux. On a besoin de planifier. Alors, c'était un mot qu'on n'aimait pas trop, mais on disait prévoir sur le long terme, mais planifier des politiques publiques, les développements des infrastructures, la formation, la recherche. Et puis, donner toute sa place à la démocratie dans toutes ses dimensions, la démocratie représentative, la démocratie sociale dans les entreprises, sous peine de surprise. De mauvaises surprises. Et comme Jean-Claude Mailly tout à l'heure a situé Gramsci, j'ai envie de donner la phrase complète qui disait que le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et entre les deux, les monstres peuvent surgir. Dans le futur. Merci beaucoup. Jean-Claude Mailly. Oui, écoutez, je ne vais pas répondre aux questions sur le modèle social, pays du Nord, pays du Sud, mais deux choses. Moi, je pense que ceux qui sont européens convaincus, dont je fais partie, doivent se préparer à deux choses et influer en ce sens. C'est un, il y aura le débat sur la dette, qu'on le veuille ou non, au niveau national, mais aussi au niveau européen. Donc, il est important, moi, ça ne m'affole pas, mais il faut que ce débat aura lieu, et, y compris pour ce que Sylvie disait, si l'on veut que l'Europe demain ait plus de responsabilités, il faudra qu'elle ait les moyens financiers aussi de faire face à ses responsabilités. Et deuxième temps, je pense il est temps, et que la crise au moins doit aider à ça, à réviser les traités actuels, soit le traité de Maastricht sur les plans économiques ou le traité de Lisbonne. Sinon, on ne fonctionnera pas. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'à la fois les peuples soutiennent l'Europe parce qu'ils ont le sentiment qu'elle leur rapporte quelque chose, et deuxièmement, que l'on tienne la route face aux USA et à la Chine notamment. Écoute, je vais prendre un dernier exemple. Est-ce qu'il est normal que la plupart des entreprises françaises du CAC 40, quand elles veulent travailler sur la RSE, elles prennent des critères de référence anglo-saxons? On est en train de vivre sur ces questions-là ce qu'on a vécu avec les normes comptables dans le temps, avec les normes IFRS imposées par les anglo-saxons.
est-ce que la France, moi je travaille là-dessus, mais est-ce que la France et l'Europe n'est pas en situation de faire ses propres critères? Le modèle social européen n'est pas le même que le modèle social anglo-saxon. Voilà, mais si on veut effectivement que l'Europe, et c'est mon souhait, tienne la route face aux USA et au Japon, ben, il faut qu'elle se réforme, sinon elle risque de rester un nain, et là c'est problématique. Merci beaucoup. Alors, on arrive donc à la fin de ce débat extrêmement riche et je remercie très chaleureusement toutes les intervenantes et intervenants de ce débat. Merci beaucoup à Confrontation Europe, à la Maison de l'Europe, à Michel Derdevé pour cet accueil et d'avoir permis ce débat qui est donc le deuxième du cycle qui a été annoncé en début de débat. Je voulais juste vous dire, je remercie aussi tous les participants qui ont été avec nous quasiment jusque maintenant, pour la plupart d'entre eux. La conférence sera disponible en replay sur YouTube. Vous allez recevoir pour toutes les personnes qui étaient inscrites aujourd'hui le lien par mail. Et ce sera également en accès libre sur YouTube. Il y aura également une synthèse des échanges disponibles en ligne. Pour conclure, donc, n'oubliez pas qu'il y a une troisième partie de ce cycle, pandémie de Covid-19 et les libertés publiques en Europe. Donc, le dernier volet qui clôturera cet ensemble. Voilà, je pense que… Oui, je tenais à dire aussi que c'est en présence de Didier Reynders, son commissaire européen, à la justice, je voulais l'ajouter. Merci à tous. C'est presque l'heure de l'apéritif. Et écoutez, je vous souhaite une excellente soirée malgré le couvre-feu. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Confrontation Europe, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt.